Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de la FAQ, Fuck Me 3D, Fuck Me More, petit sous-titre, je me suis un petit peu amusé. Je vous ai demandé il y a à peu près un mois de ça maintenant, dans la vidéo sur les 300 000 abonnés, de me poser des questions dans les commentaires pour pouvoir y répondre dans cette FAQ. J'en ai sélectionné une cinquantaine, je sais pas si je vais réussir à toutes les faire, mais je vais essayer d'en faire le maximum parce qu'il y avait des questions qui étaient plutôt sympas, après je les ai pas toutes mises, j'ai fait une sélection déjà à la base, mais je vais essayer d'en faire le maximum parce que j'aime bien comme ça répondre à plein de petites questions que vous vous posez. Donc on va y aller sans plus attendre, histoire de pouvoir en faire le plus possible. On va commencer tout de suite avec une question de PPB qui m'avait dit, tu avais dit il y a quelques mois de cela que l'émotion passait par la technique. Donc est-ce que pour toi les films comme Le Dîner de con ou Le Père Noël est une ordure, pour citer les plus connus, qui sont du théâtre filmé, entre guillemets, beaucoup de dialogues, peu de techniques utilisées, sans être méprisant entre parenthèses, sont dénués d'intérêt, mis à part pour rire, pour résumer grossièrement. C'est de la technique, malgré tout, la technique dans le dialogue, la technique dans le rythme, la technique parfois avec certains choix de cuts, certains choix d'accessoires, certains choix d'angle de caméra, etc., etc. La comédie peut passer par énormément de choses. Si on prend, t'as cité Le Dîner de con et Le Père Noël est une ordure, on peut citer aussi par exemple les comédies de Jean-Marie Poiret avec Le Visiteur par exemple, qui utilisent très souvent des grands angles et des plans avec des grands angles extrêmement rapprochés des personnages pour bien déformer les visages, etc., pour donner un aspect comique à certaines choses. Donc on peut tout à fait utiliser la technique dans l'humour, ce n'est absolument pas du sous-cinéma. Mais c'est vrai que parfois c'est pas la mise en scène la plus inspirée, notamment en France où beaucoup de nos comédies sont financées par la télévision et on leur demande d'être la plus plate et la plus générale possible. Une question de Julien Jovelin. Pour la FAQ, imagines-tu commercialiser ces incroyables vignettes au format magnet, mug ou t-shirt? Non, pas du tout. J'ai pas envie de faire de la merch, j'ai pas envie de faire des trucs dans ce genre-là. Je vous avoue que, à la limite, j'aimerais bien le faire pour Arcadie, parce que Arcadie veut pas être payé en fait pour ce contenu. Je lui ai demandé plusieurs fois, je lui ai dit mais vraiment je pourrais te payer, 10 € la vignette, 20 € la vignette, un truc dans ce genre-là. Il fait non, je veux pas que tu me payes. T'es un artiste, t'es obligé de mélanger deux jobs en même temps pour essayer d'avoir un truc. Laisse-moi te payer pour les vignettes, il veut pas. Donc limite pour lui, j'y pense, faudrait que j'en parle un peu avec lui. Mais je vous avoue qu'en fait tout ce qui est vente de produits dérivés, etc., ça me fait peur parce que déjà bon il y a des taxes qui sont à payer, etc., tout un tas d'emmerdes au niveau économique qui sont très chiantes à prendre en compte et avec lesquelles j'ai pas envie de me mêler, et j'ai peur que si ça compte dans mes revenus d'auto-entrepreneur, je perde mon statut d'auto-entrepreneur qui me fait donc perdre aussi une énorme facilité fiscale et en termes de déclaration, trucs dans ce genre là. Si je dépasse un certain nombre de revenus, je deviens une petite entreprise. Et à ce moment-là, il faut que j'emploie de la trésorerie, il faut que je fasse des trucs dans ce genre-là, et j'ai aucune envie d'arriver à ce statut-là. Donc en fait, mon but est d'arriver à me maintenir dans un niveau qui est juste en dessous du palier pour les auto-entrepreneurs, et de pouvoir éviter du coup d'avoir à faire tout un tas de démarches administratives qui sont beaucoup plus chiantes et avec lesquelles j'ai pas envie de me mêler. Donc c'est aussi pour ça que vous avez pas de merch et de produits dérivés qui débarquent, c'est parce que je suis un gros feignant et j'ai pas envie de me mêler à tous ces trucs économiques, c'est chiant, c'est compliqué à prendre en compte. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez pas de produits dérivés. Alors je lirai pas les messages en entier, mais je laisserai afficher du coup en bas de l'image, mais je vais me concentrer uniquement sur les questions. Filmolou 101 me demande, sinon si je suis pas trop tard pour les FAQ, j'aimerais bien connaître ton point de vue sur la pertinence des remakes de films à l'international, et plus particulièrement sur les remakes français de films québécois. Prends soin de toi, peut-être un Québécois du coup qui me pose la question. Il y a parfois des différences culturelles et sociales qui sont à adapter dans un film pour qu'on puisse vraiment comprendre le sens d'une blague. Je n'oublie pas non plus que la plupart des films que j'ai vus québécois au cinéma, notamment des films de Denis Arcand par exemple, ou des films de Xavier Dolan, quand ils laissent leur accent québécois, parce que des fois ils essayent d'estomper l'accent québécois pour avoir un accent français métropolitain, mais quand ils gardent leur accent québécois, très souvent on a des sous-titres qui sont ajoutés au film. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'on aime bien parfois refaire certains trucs, notamment refaire des films québécois qui sont refaits en France. Les remakes en général c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi refaire Old Boy par exemple avec un truc américain au lieu de laisser le film coréen se faire tel quel, etc. Honnêtement j'ai pas vraiment de réponse à donner sur pourquoi est-ce qu'on fait des choses dans ce genre là. Mais parfois il y a des remakes qui marchent bien, parfois il y a des remakes qui sont intéressants, parfois il y a des remakes qui sont supérieurs à l'original. On peut avoir un réalisateur qui a vu un film et qui se dit ah tiens je voudrais faire ma version à moi parce que je pense qu'il l'a mal fait ou un truc dans ce genre là. C'est aussi un moyen pour le film original de se rembourser parfois, vendre les droits d'adaptation à des pays étrangers, ça peut être une autre raison aussi que ça existe. Il y a plein de raisons, et mon opinion à moi personnelle, tant qu'il y a une volonté artistique derrière, pourquoi pas quoi. Après pour le reste, bon, ça existe, on va les voir ou pas. Dites-l'un me demande, est-ce que tu coupes certains passages des rushs dans les vlogs car tu trouves que ta critique n'est pas pertinente ou que tu as changé d'avis?
Absolument. C'est ça qui fait que le montage des vlogs est beaucoup plus lent que la plupart des gens ne le croient, c'est qu'il y a aussi un jugement par rapport à ce que j'ai enregistré quand j'étais en live devant la caméra. Il y a des moments où je me rends compte que je me suis emmêlé les pinceaux, il y a des moments où je me dis que oh mais ça marche pas, et puis finalement en me réécoutant en train d'expliquer le truc, je fais mais si en fait je viens de comprendre, ça y est, ça marche. Donc je coupe une section. Récemment ça m'est arrivé avec le vlog de Dune, il y avait un moment j'avais mal vu la présence des navigateurs dans Dune, et du coup j'avais fait toute une section disant ils ont retiré les navigateurs dans Dune, donc ça retire une des raisons d'acheter l'épice et de cultiver ce truc-là pour laquelle c'est aussi important. Et en fait non, c'est pas retiré, c'est juste qu'il y a une réplique vite fait au début et puis ensuite on les voit dans le cadre, mais on explique jamais que c'est eux, on explique jamais à quoi ils servent. On voit pas le voyage d'ailleurs des Atreides vers Dune, donc du coup on voit pas à quoi servent les navigateurs. Je reste persuadé que c'est pas bien géré, mais je l'ai mal géré moi-même dans mon vlog quand j'ai voulu dénoncer le truc, donc du coup je l'ai retiré. Parfois je le remplace avec un petit panneau de texte pour soit je le laisse avec un petit panneau de texte pour compléter, ou parfois je remplace avec un truc, mais des fois juste c'était mal dit et au final je me dis bon finalement est-ce que c'est si important que ça de parler de ce truc là, donc finalement je finis par le retirer complètement. Donc voilà, ça m'arrive absolument, il y a un travail de montage dans les vlogs et ça m'arrive absolument de laisser tout un tas de choses sur le banc de montage. J'espère que vous entendrez pas trop les clics de souris, je vais essayer de pas les faire pendant que je suis en train de parler. Ensuite, Nico Discovery me demande quel est ton rythme de visionnage de films séries? Tous les jours? Combien de temps de films par jour, grosso modo? À quelle fréquence revois-tu des films que tu as déjà vus par rapport aux films que tu regardes pour la première fois? Quels sont les films que tu as le plus revus? Alors, il y a plusieurs questions en une. Je regarde au moins 2 ou 3 films par semaine. Je mets souvent des séries en fond quand je suis en train de faire du montage ou quand je suis en train d'écrire un truc à côté. Ou je vais me le mettre pour le coup, si je dois vraiment me concentrer sur ce que je suis en train de faire, je vais me les mettre en pause. C'est-à-dire que quand je suis en train de monter, par exemple là récemment, j'étais en train de monter le Pourquoi j'ai raison sur Final Fantasy, et j'avais envie de prendre une pause, j'ai fait une pause en regardant les derniers épisodes de Brooklyn Nine-Nine qui venaient de sortir. Il dure 20 minutes et quelques, donc ça me fait une petite pause pour bouffer, ou simplement pour sortir mon esprit. Le montage, tu peux très facilement t'enfermer dedans et en faire pendant des heures et des heures, au bout d'un moment, le montage c'est vraiment un truc qui saoule. Et du coup, il y a des moments où tu as besoin de faire une petite pause et de regarder 3-4 épisodes de séries à côté pour simplement décompresser, passer à autre chose, etc. Donc du coup voilà, je regarde pas mal effectivement de films et de séries. C'est difficile de dire au jour ou à la semaine parce que des fois ça change en fonction de ma charge de travail, mais grosso modo dans l'année je regarde 200 à 300 films et une petite dizaine ou une vingtaine de séries quoi. J'évite de revoir trop souvent des films parce que comme j'ai pas beaucoup de temps non plus pour regarder des nouveautés, j'essaye de le réserver pour les nouveautés du coup. Je vais souvent revoir des films plutôt le soir avant de m'endormir ou un truc dans ce genre là parce que justement j'ai pas besoin de me concentrer, je peux juste laisser défiler le film tranquillement et juste me laisser bercer à côté. Je fais ça avec la plupart des films que j'aime beaucoup. Et du coup, quel est le film que j'ai le plus revu? Et ben, un des films que je me mets le plus souvent le soir avant de m'endormir, c'est Contact de Robert Zemeckis. Florent Decreuse me demande 2 questions. Est-ce un défaut pour un film qu'il soit considéré comme étant difficile d'accès? Non. Pas vraiment, ça n'est pas un mal d'avoir des films qui sont exigeants avec leurs spectateurs. C'est plus compliqué quand les spectateurs qui du coup arrivent à l'apprécier dénigrent ceux qui n'arrivent pas à l'apprécier. Ça c'est autre chose, mais il y a des questions qui vont revenir là-dessus plus loin. Il m'a demandé, y a-t-il des films que tu reconnais n'avoir pas compris? Oui, alors j'en aurais pas en tête, mais très certainement qu'il y a des films que j'ai pas compris. Et il me semble qu'il y a certains vlogs dans lesquels je finis le truc en disant j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris pourquoi on a fait ce choix, j'ai pas compris tel truc, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des films que je comprends pas, évidemment, ça arrive. Hein. Je suis pas un dieu, j'ai pas la science infuse, je comprends pas tout directement, donc oui, bien sûr qu'il y a des films que j'ai pas compris, absolument. Kaze Yuga me demande, petite question peut-être un peu bête, mais on ne sait jamais. Pas de question bête en principe. Vu que tu avais dit dans une précédente FAQ que tu pensais ne pas pouvoir réaliser ton propre film, si ça a changé depuis, tant mieux. Non, ça n'a pas changé. Je pense toujours pas pouvoir être en mesure de faire un film. Que tu te plains toujours du coût de la vie à Paris, est-ce que pour faire tes vidéos, tu as vraiment besoin de rester à Paris? Tu as jamais pensé à quitter cette ville, magnifique certes, mais complètement folle. Je te dis ça que je suis à côté de Paris et j'aime ma région, mais bon, parfois, faut arrêter de se voler la face. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues à propos de Paris, justement, c'est rigolo. Le truc de Paris, c'est que déjà, les magasins sont ouverts très tard, et comme j'ai un rythme de vie qui est souvent décalé, c'est souvent pratique pour moi d'avoir des magasins qui sont ouverts jusqu'à 22h ou des trucs dans ce genre-là. En campagne, ça ferme à 20h généralement les magasins. En campagne, en province, hors de Paris, tout ce que vous voulez, je sais pas comment faire la distinction du coup en dehors de ça. Et l'autre truc qui est très important avec Paris, c'est qu'il y a des cinémas qui diffusent de la VO tout le temps, partout en journée. Et j'ai eu quelques questions là-dessus, je crois que je les ai pas toutes sélectionnées parce qu'il me semblait que celle-ci du coup la comprenait, mais dès que tu sors même du périphérique de Paris, de Paris intramuros, il y a plus de cinémas qui font de la VO en journée ou constamment.
C'est incroyable, il y a que dans Paris que tu arrives à trouver des films des salles qui font de la VO vraiment tout le temps, régulièrement. Et donc pour moi c'est un gros souci, c'est que j'ai du mal à me dire que je pourrais aller ailleurs qu'à Paris, parce que pour trouver des séances en VO ça devient très compliqué. Ou alors c'est les séances du soir uniquement, les séances qui attirent le plus de monde, et comme je suis pas le plus gros fan des grandes salles bondées, des trucs dans ce genre là, que je suis un tout petit peu agoraphobe, je dois avouer que ça m'attire pas les masses. J'aime bien pouvoir aller à ma séance de 14h, 16h, etc. Midi près des fois, et être l'un des seuls dans la salle et pas avoir, ou en tout cas pas avoir une salle trop pleine. Donc c'est vrai que Paris a surtout cet avantage-là pour moi, c'est au niveau des salles de cinéma qui sont assez essentielles. J'en ai pas besoin pour mes vidéos, du coup mes vidéos je peux les tourner chez moi n'importe où, etc. Mais c'est vrai que pour ce qui est des cinémas, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'être à Paris, comme avec l'ouverture plus tard de la plupart des magasins. Il y a aussi un truc important avec Paris, c'est que c'est une ville dans laquelle il est très facile de se déplacer quand on n'a pas le permis de conduire et quand on n'a pas de véhicule. Et du coup, voilà, c'est aussi très pratique pour moi de vivre dans cette ville à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes par rapport au fait par rapport à la vie locale. Et c'est vrai que ça coûte très cher de vivre à Paris. Je suis en train toujours d'essayer de chercher à déménager, mais je trouve que les appartements sont absolument hors de prix, surtout quand tu cherches à avoir un petit peu de volume. Donc c'est compliqué, mais un jour ou l'autre je vais réussir à me décider. J'arriverai à trouver un petit 30 mètres carrés à peu près pour moins de 950 € par mois, un truc dans ce genre là, j'essaierai. Quand je pense que j'avais un 30 mètres carrés pour 450 € sur Rennes, c'est horrible. Mais voilà, c'est vrai que la vie sur Paris est beaucoup plus pratique que celle que j'avais dans les autres villes où j'ai vécu, et que même si j'ai du mal avec la ville elle-même, à ce niveau-là, ça aide quand même pas mal. Ensuite, Lomise Limo me demande: que penses-tu de l'utilisation de l'image de synthèse dans les films et de son évolution au fil du temps? Il y a de plus en plus d'effets spéciaux qui sont totalement invisibles. Quand on a vu la bande, la demo reel, la VFX breakdown de Black Widow par exemple récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des tas d'effets spéciaux que tu ne voyais absolument plus, mais ils sont aussi utilisés pour faire des choses qui me plaisent pas beaucoup. On développe le film une fois que le film est tourné presque maintenant. Il y a notamment beaucoup de choses, par exemple des contrats publicitaires qui sont gérés avec certaines marques de bagnoles, c'était pour penser à Black Widow, où ils savent pas quelle va être la bagnole quand le film est tourné, du coup ils tournent la scène, et ensuite en post-prod ils choisissent quelle bagnole ils veulent mettre et ils l'intègrent sur la route. Et tu te dis, c'est quand même un petit peu... je sais pas, j'aime pas cette façon on utilise les effets spéciaux pour faire un truc ultra mercantile finalement. C'est vrai que j'ai du mal avec cette idée de pas savoir ce qu'on va faire avant que l'image soit avant que le film soit presque terminé, quoi. Des fois, même en tournant, ils savent pas ce qu'ils vont avoir sous les yeux, et ce sera fait en post-prod, et tu fais putain, c'est quand même une façon très dilettante de penser ton film, quoi. Donc j'ai du mal avec ça. Pour le reste, perso, j'aime beaucoup les effets spéciaux, donc c'est pas un truc qui me dérange. Après, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, est-ce que vraiment c'était nécessaire de faire ça? Tu prends par exemple un film comme Jungle Cruise, où tu te dis, ça fait quand même un film qui est entièrement dans la jungle, comme le livre de la jungle par exemple, hein, et ta jungle n'existe pas, elle est entièrement en 3D, et tu fais, est-ce que vraiment il n'y a pas moyen de se faire un petit tournage? C'est le tournage les plus chiants, hein, les tournages avec des conditions humides, des endroits où il n'y a pas d'arrivée d'électricité, de ce genre-là, où il peut y avoir des insectes dangereux, des trucs dans le genre. Je comprends que ça puisse être préférable de faire ça en studio, que c'est plus safe pour tes acteurs et tout le bordel, mais il y a un moment où tu te dis quand même, tu retires un petit peu de la sève du film que tu es en train de faire, quoi. Un film dans la jungle qui n'est pas été tourné dans la jungle, c'est quand même pas terrible, quoi. Mais sinon, moi je suis un très gros fan des effets spéciaux, et donc tant qu'on peut me proposer quelque chose d'intéressant avec, je suis client, quoi. Une question d'Alex Espigard qui me semblait intéressante. Je me surprends souvent à me poser la question de pourquoi dans les films mainstream, je parle de blockbusters ou de films regardés par un large public, je rajouterais personnellement les séries Netflix notamment, tel ou tel personnage a besoin d'être homosexuel si cela n'a pas d'incidence directe sur l'histoire du film. Il précise: je me rends compte, après coup, que ce raisonnement est idiot, j'imagine que c'est un automatisme inconscient quand la majorité des films jusque-là ont été fabriqués et vus par le prisme purement hétérosexuel. C'est tout à fait vrai. J'aimerais bien avoir ton avis sur ces personnages homo dans des films grand public, en dehors du cinéma estampillé LGBT. Comment est-ce que tu les perçois? Est-ce que ton avis c'est de l'opportunisme de producteurs soucieux de surfer sur la vague woke du moment au risque de faire plus de mal que de bien à la communauté LGBT? Ou au contraire, dirais-tu que chaque effort d'inclusion de personnages LGBT est un pas dans la bonne direction, aussi maladroit et opportuniste soit-il? Oui. Je pense que t'as tout dit en fait dans tes questions. Il y a des fois une volonté de mettre des personnages LGBT qui semblent être purement woke, purement commercial et marketing pour attirer la communauté à ton film. On pense notamment à Disney qui en est à son 8e premier personnage homosexuel dans un film. Et à chaque fois, le personnage n'est pas vraiment montré homosexuel parce qu'il faut qu'on puisse couper la scène pour le montage chinois au cas où, parce qu'on n'a pas envie de se priver de ces petits dollars-là. Donc il y a plein de moments où c'est utilisé de façon
plutôt commercial et pour faire de la communication et oui, c'est pas vraiment intéressant. Donc il y a un aspect marketing qui est parfois assez énervant. Il y a aussi, malgré tout, le fait qu'on a beaucoup plus de personnages LGBT visibles pour les jeunes homosexuels, les jeunes LGBTIQIA+. Notamment, moi je sais que quand j'étais jeune, pour trouver des personnages homosexuels, il fallait que je regarde du cinéma LGBT. Il n'y avait pas de personnages LGBT dans le cinéma mainstream, ou très peu. Et les rares fois où ça apparaissait, c'était un petit peu l'attraction du truc. Quelque part, du coup, c'est bien qu'il y ait plus d'exemples pour la communauté LGBT, pour les jeunes qui sont en train de se former, et c'est bien qu'ils puissent avoir plus de visibilité sur qui ils vont être. Mais c'est vrai que des fois, t'as l'impression que c'est utilisé de façon un petit peu purement mercantile, et c'est vrai que tu te demandes parfois, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que le personnage soit homosexuel? Alors c'est vrai que tu pourrais te dire que c'est voir le cinéma par le prisme de l'hétérosexualité, mais il faut pas effacer le fait que être LGBT est une différence, la majorité de la population est hétérosexuelle, et que généralement au cinéma, quand tu inclus un personnage extrêmement différent, il y a une raison à ce qu'il soit différent. C'est aussi pour ça que, du coup, pendant très longtemps, dans le cinéma, il n'y avait pas d'homosexuels, parce que tu disais, dans cette histoire-là, on n'a pas besoin d'en avoir un, il n'y a pas de thème traité, il n'y a pas de raison d'aborder ce sujet, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que ça posait parfois quelques problèmes, notamment parce que parfois, on utilisait les personnages homosexuels comme des détraqués. Notamment, récemment, j'ai fait mon vlog sur Psychose, et on avait un personnage qui, du coup, était un travesti, et c'était principalement utilisé comme prétexte pour que le personnage, pour justifier le comportement du personnage. Faut pas croire, cela dit, que on tenait du coup à représenter les homosexuels comme déviants, c'était plutôt qu'on avait un déviant et on voulait expliquer la déviance en trouvant une raison, et la raison qu'on avait trouvée ici c'était du coup une projection du personnage de sa mère sur lui, etc. C'est pas forcément qu'on voulait en dire du mal, c'est plus que on avait un personnage qui devait être traité d'une certaine façon, et une explication qu'on avait trouvée c'était, pour expliquer son trouble mental, c'était ça. Ce qui voulait pas dire qu'on considérait cette sexualité comme étant un trouble mental, même si ça l'a été pendant très longtemps, officiellement en tout cas, mais ça veut pas dire que le réalisateur avait ça en tête. Donc c'est une question qui est en fait très vaste et complexe. Je sais pas s'il y a une réponse définitive à donner, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a des histoires dans lesquelles ça sert à quelque chose, et des histoires dans lesquelles ça sert à rien. Et parfois, même quand ça sert à rien, c'est intéressant parce que ça offre une visibilité intéressante. Mais je dois dire que tu sens que c'est quand même la plupart du temps plutôt mercantile, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas vu un personnage héros de Marvel, par exemple, ou d'un gros film de science-fiction, un truc dans ce genre-là, qui soit d'un gros film de science-fiction, d'un blockbuster, on va dire en général, qui soit homosexuel. Pour l'instant, c'est encore pas arrivé. Je dis pas que ce serait forcément très utile, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Et du coup, c'est vrai que tu sens que c'est quand même généralement plutôt pour mettre un personnage secondaire, un personnage tertiaire, pour mettre un contrepoids à un personnage qui va être LGBT également, mais mauvais, et du coup on va en mettre un bon pour mettre l'exemple à côté. C'est compliqué à gérer comme question. Je pense que globalement ça reste bien qu'on ait pas mal d'exemples pour les jeunes LGBT, qu'ils aient autre chose que soit les personnages des pornos, soit des personnages de films qui sont totalement LGBT, qui sont parfois très militants. En plus de présenter des personnages LGBT, il y en a rarement qui présentent juste la vie d'un personnage. Donc c'est bien d'avoir des personnages qui sont un peu plus inclus dans le truc et qui sont normaux, qui sont comme tout le monde, qui n'ont pas d'histoire particulière, qui n'ont pas forcément de problème par rapport à l'homosexualité, même si souvent il y en a, parce que quand tu leur mets pas de problème, les gens disent « Ah, c'est pas réaliste !» etc. etc. Donc c'est une question compliquée. Je sais pas si j'ai donné une réponse qui était très satisfaisante à tout ça, mais ça va être une réponse qui sera trop longue sinon, mais c'est une question qui est très particulière, et ça a des bons et des mauvais côtés. Voilà, je suis désolé de pas te donner une réponse plus définitive et plus claire que ça. Uriel me demande, est-ce que ton expérience sur les analyses de films telles que tu les fais, sur les compositions de plans, la lumière, etc., ainsi que sur les gimmicks de réalisateur sur tant d'années, ne te gâche pas le plaisir de la découverte, ainsi que les surprises sur les films que tu vas voir? Pas du tout. Il y a effectivement, alors par exemple, on peut prendre un mec comme James Gunn qui fait toujours les mêmes gimmicks, qui a toujours les mêmes trucs qui reviennent, et donc tu t'attends effectivement à avoir certaines blagues, à avoir les retournements de certains sketchs. Quand tu vois un build-up être fait sur un certain truc, tu sais que comme c'est sa personnalité, il va le désamorcer sur autre chose. Mais t'as toujours la surprise quand même de comment est-ce qu'il va le désamorcer, de ce qu'il va faire après. Ce qui est chiant, c'est quand il est pas très créatif à ce niveau-là, le réalisateur ou la réalisatrice. Mais sinon, par exemple, on prend un film comme Old de Shyamalan. C'est un mec, il a beau avoir toujours les mêmes gimmicks, tu vois jamais vraiment voir les retournements de ses films. Il y en a certains qui vont dire qu'ils vendent les retournements de ses films à certains moments, mais grosso modo, tu sais pas trop ce qui va te tomber dessus quand tu vois un film de Shyamalan. Donc même en connaissant les gimmicks, etc., au final, non, tu as toujours moyen d'être surpris, tu as toujours moyen de découvrir de nouvelles choses, mais ça dépend grandement du réalisateur. Ça dépend si t'as un mec qui est vraiment talentueux et créatif et qui a des idées intéressantes, ou si t'as un mec qui est juste un faiseur de films et qui fait un peu toujours la même chose, quoi.
C'est plus ça la question. Mais en soi, non, le fait d'être entraîné, ça t'empêche pas d'avoir des surprises devant un film, ça t'empêche pas de découvrir certaines choses, etc., etc. Ça t'empêche pas d'apprécier un film. Au contraire, je dirais qu'il y a une petite satisfaction personnelle à l'idée de te rendre compte que t'as bien vu, du coup, quels étaient les gimmicks du réalisateur, et que du coup t'as réussi à bien analyser le truc. Enfin, moi c'est une satisfaction que j'arrive à sortir, notamment avec Shyamalan. À chaque fois qu'il sort un de ses films, je dis ah putain je suis content, à chaque fois ça confirme ce que je disais dans mes projets d'ordinateur. Sachant que quand je fais mes vidéos, je m'appuie pas sur le travail de recherche d'autres personnes. J'essaie toujours de faire mon analyse à moi, de me présenter moi en tant qu'analyste du cinéma et du coup de chercher moi mon interprétation et ce que j'arrive moi à repérer du film. Et donc du coup j'ai une petite satisfaction quand je me rends compte qu'effectivement je suis tombé juste et que j'avais bien remarqué certains des gimmicks et certaines des lignes directrices de la réalisation quoi. Shibi Nyanko me demande, il y a pas longtemps on parlait de toi avec ma sœur et elle me disait que même si elle te trouvait toujours très intéressant quand tu parlais de cinéma, ah oui je me souviens de cette question, elle avait quand même parfois du mal à te supporter quand tu parlais de féminisme. Elle citait notamment l'exemple d'Avengers Endgame où tu trouvais la scène des héroïnes qui se réunissent assez forcée et pas vraiment justifiée, alors qu'elle l'avait trouvée particulièrement réjouissante. J'en viens donc à ma question, quelle est ta vision du féminisme, que ce soit dans le cinéma ou en général, et quelle est selon toi la meilleure manière d'aborder le sujet dans un film, ainsi que les écueils à éviter? Merci à toi et bon courage pour la suite, etc. etc. Les écueils à éviter, simplement considérer que tous les hommes sont des trous du cul. Moi c'est un truc que je supporte pas avec les films féministes, c'est dans les films dans lesquels absolument tous les hommes qui passent dans le cadre seront des trous du cul et seront des enfoirés. Je vais pas scander le not all men, j'entends bien que tous les hommes puissent à un moment ou à un autre partir en couille, je pense que c'est aussi la même chose pour les femmes. Personnellement j'ai eu beaucoup de femmes qui sont partis en couille autour de ma vie et qui m'ont fait subir certaines choses. Donc je vais pas devenir complètement misogyne et dire que toutes les femmes sont des salopes et des harpies et des machins et toutes des putes sauf ma mère, mais cette manie de dire que tous les hommes sont le problème et que toutes les femmes sont des saintes, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à supporter. Et très souvent, c'est le discours qui est tenu dans les films féministes. La meilleure manière d'aborder le sujet dans un film maintenant, j'ai juste ne pas considérer que tous les hommes sont des trous du cul, avoir au moins un ou deux personnages masculins positifs qui ne soient pas forcément noirs ou homosexuels, ou d'une autre ethnie. On parlait des homosexuels, quand t'as un mauvais personnage homosexuel, on va en mettre un gentil pour compenser. Ce serait bien de faire la même chose avec les hommes. Maintenant, la meilleure manière de l'aborder, j'ai pas vraiment de conseils à donner, le féminisme n'est pas mon combat, donc j'ai pas à dire comment est-ce qu'il faudrait le traiter dans un film. Je sais juste effectivement repérer qu'il y a certains écueils qui sont un petit peu saoulants et qui sont un peu faciles, et que j'aimerais bien avoir évité. Mais donner les conseils sur la meilleure manière d'aborder le sujet, j'en ai pas vraiment. Pour ce qui est de la scène d'Avengers Endgame, le truc c'est qu'effectivement elle est absolument pas justifiée parce que aucun de ces personnages ne se connaît en fait. C'est une scène où tous les personnages féminins d'un seul coup se serrent les coudes, sauf qu'il y en a aucun quasi qui se connaît l'un l'autre, il y en a aucun qui a une relation d'amitié quelconque, il y a aucune raison spécifique qu'il y ait que des femmes qui arrivent à ce moment-là de la baston en fait. Il y a des hommes qui sont dans le coin aussi en train de qui pourraient aussi aider. C'est très manipulateur et très facile de faire des scènes comme ça. Je comprends que ta sœur, du coup, ait apprécié la scène. C'est très cool, je comprends bien de voir des femmes qui s'unissent et d'avoir une scène qui met en avant le pouvoir des femmes, etc., etc. Mais il faut aussi savoir reconnaître à quel moment est-ce qu'on fait ça pour, justement, pour titiller ta fibre et pour prendre tes bifetons, en fait, pour avoir ta place au cinéma. Bon, on savait pas qu'il allait y avoir une scène avec les Avengers féminines, donc on a vraiment vendu le truc pour avoir ta place, mais c'est comme intégrer effectivement un personnage LGBT dans un film, juste pour avoir un personnage LGBT, faut aussi sentir qu'on t'utilise, qu'on essaye de titiller ta fibre et qu'on fait juste un petit truc, une scène dans un coin comme ça pour essayer de te mettre en avant et que c'est pas forcément le truc le plus intelligent du monde et le plus bienveillant du monde. C'est surtout ça que je voulais dire, plus qu'intelligent. Il y a des façons parfois de faire des scènes avec des femmes fortes qui sont intéressantes, mais là en particulier, dans cette scène-là, je trouve que c'était purement manipulateur. Donc moi voilà, j'ai du mal, en fait, j'ai pas de problème juste avec le féminisme, j'ai du mal avec tous les communautarismes, tout ce qui te met derrière un drapeau. J'ai aussi du mal avec la communauté LGBT, parce que dès que tu commences à te réunir, tu vois tout à travers... j'aime bien cette image, l'idée d'avoir, en fait, tu te réunis derrière un drapeau et du coup t'as le drapeau dans la gueule. Tout ce que tu vois est vu à travers les mailles et les fibres de ce drapeau, et du coup tout peut si tu veux chercher à t'énerver, tout peut t'énerver en fait. Et du coup, moi j'ai du mal avec ce genre de façon de penser très communautariste. Je préfère du coup avoir des choses qui sont plus égalitaires et qui pensent un peu à tout le monde. Et du coup, j'ai pas un souci spécifique avec le féminisme, j'ai un souci avec le communautarisme, et le féminisme est un communautarisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des soucis et des choses à affronter pour les femmes, en général dans le monde, mais quand tu commences à suivre une doctrine, moi ça commence à me poser problème, parce que justement, tu en arrives à des facilités, à des classements un peu empiriques, sur telle personne c'est bien, telle personne c'est mal, etc. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai du mal avec cette façon de penser en général, mais pas spécifiquement avec le féminisme. Mais c'est vrai que c'est une des minorités et un des combats de minorités
Minorité, les femmes sont 50% de la population mondiale, hein, voire même un peu plus que les hommes, mais c'est un des sujets, on va dire, qui est le plus souvent traité à ce niveau-là, au niveau des luttes sociales, et souvent de façon pas très intelligente. Donc voilà. Luc Dumont me demande, c'est quoi ton rythme de travail? Combien de films séries mets-tu par semaine? Bon, ça j'ai déjà traité. Tu vlogs tout? Quand tu vas au ciné, tu enchaînes les films ou tu fais des allers-retours pour vlogger à chaud? Combien de temps prend un vlog de 20 minutes à faire? Tournage, montage, etc. La bise. Beaucoup de questions qui sont réunies en une. Mon rythme de travail, je me réveille, je regarde quelques vidéos sur YouTube et ensuite je me mets à bosser. Avec plus ou moins d'entrain selon les jours, donc des fois il y a plus de vidéos YouTube à regarder, mais généralement, je bosse à peu près tous les jours. Est-ce que je vlog tout? Non, tout ce que je vois pour mon plaisir personnel n'est pas vlogué. Il y a tout un tas de films que je rattrape qui sont juste pour mon plaisir, il y a tout un tas de sorties que je regarde, etc. Quand c'est l'actualité, pour le coup, j'essaye de prendre des notes et de mettre ça de côté pour en parler, ne serait-ce que par exemple dans les rattrapages. Mais j'ai aussi quelques visionnages plaisir, notamment par exemple avec les séries télé. Comme je fais beaucoup moins de vlogs sur les séries télé parce que c'est beaucoup plus long, il y a des trucs que je regarde et que je vlog pas. Par exemple, cette année, j'ai regardé Mayor of Easttown et je l'ai regardé uniquement pour mon plaisir personnel. Je vous la recommande absolument. C'est une très bonne série, un très bon thriller, pas vraiment une enquête en tout cas, sur un meurtre dans une petite ville perdue au fin fond des États-Unis. Et c'est le premier meurtre depuis des années, et il y a une enquêtrice, jouée par Kate Winslet, qui a plusieurs problèmes, etc., qui doit gérer à la fois sa vie de famille avec ses proches et l'enquête sur ce meurtre. Et comme c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde est lié à tout le monde, etc., donc ça complique encore plus son travail. C'était une très très bonne série, mais par exemple, typiquement, voilà, j'ai pas pris de notes, j'ai pas fait de vlog, etc., je savais que je le regardais juste pour mon plaisir, juste pour mon petit kiff personnel. Est-ce que j'enchaîne les films, ou est-ce que je fais des allers-retours et je vlog entre chaque truc? Les deux. Ça dépend du programme en fait. Souvent les programmations des cinémas sont un petit peu compliquées à placer. Par exemple, si je veux enchaîner les films, j'aime bien le faire, mais très souvent il y a des séances qui vont se chevaucher, ou au contraire il y a des séances qui vont être séparées par 30, 40 minutes, 1 heure, un truc dans ce genre là. Si j'ai le temps, je vais parfois, par exemple s'il y a 30 ou 40 minutes, c'est pas assez pour rentrer chez moi faire un vlog et puis retourner ensuite en salle. Mais si j'ai moyen d'avoir 1 heure de décalage par exemple, je vais parfois le faire. Sur Jungle Cruise et c'était quoi? C'était Suicide Squad, je crois, qui sortait le même jour. J'avais été voir le premier, je suis rentré chez moi, j'ai fait un vlog, j'avais été voir Jungle Cruise, et ensuite une fois que le vlog était enregistré, c'était pile poil le moment de repartir, aller voir Suicide Squad, revenir et tourner le vlog sur Suicide Squad à la suite. Généralement, j'essaye vraiment de faire ça à chaud et de tourner directement une fois que j'ai vu le film, quand c'est encore frais dans ma tête, et pour éviter aussi, ce qui est chiant quand tu enchaînes 2 films et qu'ensuite tu fais le vlog, c'est que des fois tu t'en mêles les pinceaux entre ce qui vient de tel ou tel film. Il y a des fois où je vais dire, ah dis donc ce film-là travaille vachement la couleur bleue, et puis d'un coup je me dis, mais non en fait c'était pas ce film-là, c'était le film d'avant qui travaillait la couleur bleue, etc. Donc c'est un peu compliqué parfois de mélanger les deux, mais je fais les deux. Et combien de temps prend un vlog de 20 minutes à faire, tournage, montage, etc. Pour 20 minutes, généralement je tourne entre 30 et 35 minutes, peut-être parfois 40 avec s'il y a un petit peu plus de vide parce que je dois regarder mes notes, chercher, etc. Ou si je dois essayer de trouver comment formuler un truc. Le montage prend généralement 3-4 heures, un truc dans ce genre, et ensuite il y a toutes les vérifications à faire pour savoir si ça passe au niveau des droits d'auteur, si jamais je mets des extraits de bande-annonce, des trucs dans ce genre là. Ça prend beaucoup plus de temps maintenant que je fais des incrustations d'images. Avant je montais beaucoup plus rapidement un vlog, cette vidéo là par exemple je vais pouvoir la monter beaucoup plus facilement, mais depuis que je fais des incrustations d'images et d'extraits de clips et trucs dans ce genre là, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a aussi le travail de recherche de ces clips et de ces images qui parfois sont très compliqués à trouver, notamment pour des films qui n'existent que en salle. S'il y a que des clips ou des petites bandes annonces sur internet, c'est parfois compliqué de trouver une image d'illustration. Donc parfois je perds du temps à cause de ça, mais généralement oui, le montage maintenant est beaucoup plus long à cause de tout l'habillage graphique qui est en plus de la vidéo. Toby me demande, Twitch, est-ce que tu consommes? Est-ce que ça te tente pour créer plus de dialogue avec ta communauté? Sinon, merci pour tes années de passion et d'humour, etc. Merci beaucoup. Non, je ne regarde pas de Twitch, je ne consomme pas du tout de live Twitch, c'est beaucoup trop long et je suis pas très intéressé par ce qui est dit dessus généralement. Ça m'arrive parfois de regarder quelques lives YouTube, c'est pas vraiment le genre de jeux vidéo que je cherche, généralement je cherche plus des vidéos qui passent un peu plus rapidement. Est-ce que moi je vais en faire? Non, pas du tout, je déteste le live. Je suis trop conscient du nombre de conneries qui peuvent m'échapper parfois, c'est pour ça que on en a parlé avec une autre question qui me demandait si je coupais beaucoup de choses dans les rushs des vlogs. Je veux pouvoir revenir sur ce que j'ai enregistré, je veux pouvoir revenir sur ce que j'ai dit, je veux pas que les choses partent comme ça au hasard sur internet. Donc du coup, non vraiment, vous me verrez jamais sur Twitch et vous me verrez même pas faire de live sur YouTube non plus, je déteste le format live. Je n'ai aucune envie de faire du live, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Donc non, jamais. Même si ça pourrait du coup permettre un certain dialogue avec la communauté, il y a trop de risques de laisser passer des trucs que j'ai pas envie de laisser passer, donc du coup non, hors de question, pas de live. Anto Lisso, je crois que c'est comme ça, me demande, à quand le retour de Durandal? S'il te plaît, me ghoste pas sur cette question, j'attends la suite depuis si longtemps, et il rigole ensuite. C'était une erreur, Durandal, c'était une erreur. Vraiment, je me suis repenché ensuite sur ma liste de nourriture à tester.
Et grosso modo, il n'y a rien de si intéressant, aussi fascinant. L'un des trucs qui me branchait le plus, c'était la bouillie qu'ils mangent dans Matrix. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont un nom différent entre la version française et la version américaine, donc il y a deux trucs différents à bouffer, et aucun des deux n'existe vraiment, c'est-à-dire que tu sais pas ce qu'ils bouffent vraiment eux dans le truc, ils disent ça me rappelle le goût de tel truc, mais tu sais pas vraiment ce qu'ils auraient eux dans leur assiette, donc je trouve pas ça si intéressant que ça, et au final, ça se transformerait en Durandal teste du boulgour ou un truc dans le genre là, enfin c'est vraiment pas très intéressant au final comme vidéo. Même si, je dois admettre que je me suis un petit peu mis à certaines vidéos comme ça de célébrités qui testent des produits de différents pays du monde, etc. Où il y a des youtubeurs cuisine aussi que je suis, youtubeuses cuisine surtout, qui font des trucs de tests de produits comme ça. Elles sont beaucoup plus douées que moi pour le faire. Et à chaque fois quand je vois tout ce qu'elles arrivent à sortir, je me dis j'aurais jamais pensé à dire des trucs comme ça par rapport à la bouffe. Donc vraiment, je trouve que c'est pas très intéressant et je ne le ferai pas. En plus, même cette vidéo-là, la vidéo de test que j'avais fait, a montré les limites du truc. C'est-à-dire que je voulais récupérer du peanut brittle américain et en fait, le truc qui existait dans le film, il n'existe plus maintenant, il est plus produit, etc. Et à un moment, je l'ai vu passer vite fait. Il y avait une réédition, je crois, vite fait pour un anniversaire du truc. Il l'avait ressorti, mais genre c'était 60 € la boîte du truc et tout. Et c'était l'époque où les vidéos marchaient pas encore aussi bien que ça, donc non, c'était trop... c'est pas super intéressant au final, c'est trop limité. Angélique Ferrero m'a posé 8 questions d'affilée. Alors je sais pas si je vais toutes les sélectionner, mais on va en faire quelques-unes, elles sont assez rapides. Où peut-on trouver ta saga MP3? J'ai créé une chaîne qui s'appelle Banal Fantasy officielle, même s'il n'y a pas que du Banal Fantasy dessus. Sur YouTube, elles sont toutes du coup répertoriées dessus, et il y a à la fois les épisodes seuls et puis des compilations avec la saga complète. Donc on peut trouver mes anciennes sagas là-dessus. Je vous conseille beaucoup plus les sagas récentes, au moins Banal Fantasy 2 à partir de Banal Fantasy 2, et ce que j'ai fait sur la compilation de Banal Fantasy, ou surtout ma parodie de Star Wars que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que Banal Fantasy premier du nom, ça a beaucoup vieilli, il y a beaucoup de blagues qui me font plus rire maintenant. J'ai essayé d'en réécouter quelques-unes là pendant que j'étais sur mon Pourquoi j'adore Final Fantasy, et on sent que j'avais 14-15 ans quoi, ou 16 ans, ou je sais plus trop quoi quand j'avais fait Banal Fantasy. Ça a vieilli, mais on peut encore les trouver, je n'ai pas honte de ce que j'ai sorti à cette époque-là. J'assume ce que j'ai fait. En deuxième question, fais-tu du chant ou aimes-tu chanter? Quel est ton style de musique préféré? Je sens le éclectique arriver. Absolument. Mais par contre, non, je ne fais pas du chant, et j'aime beaucoup chanter sous la douche en particulier, mais ça, non, pas particulièrement. À une époque, j'ai cru que je savais chanter, mais non. En 3, j'avais une question sur Paris, mais du coup, j'y ai déjà répondu. En 4, est-ce que tu as déjà pensé à devenir prof fixe dans une école de cinéma, ou à donner des cours particuliers en petits groupes, ou à faire des MOOC? Qu'est-ce que c'est que ça, des MOOC? C'est un truc que je connaissais pas, vous me direz du coup dans les commentaires qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, pas du tout, j'ai pas suffisamment confiance dans ce que je dis et dans ce que je fais pour me présenter en tant que professeur dans une école. Sur internet, je peux travailler mes textes pendant longtemps, j'ai pas d'obligation de faire de préparer un cours pour le lendemain, ou pour de préparer un an de cours sur des trucs, etc. Je peux faire les vidéos au fur et à mesure et du coup prendre le temps de réfléchir au truc et de bosser dessus. C'est pas vraiment la même chose d'être un professeur fixe à temps plein, c'est pas la même chose de donner des cours particuliers, c'est trop particulier. Du coup, non, voilà, ça m'est jamais vraiment venu en tête. Question 5, as-tu un nouvel animal de compagnie? Non, je n'arrive pas à reprendre ce genre de responsabilité, je n'arrive pas à reprendre ce genre d'engagement, ça s'est trop mal terminé avec Cléo pour que je puisse assumer à nouveau d'avoir un animal de compagnie. J'aurais trop peur. Alors, on va me dire que ça n'a rien à voir, mais pour beaucoup de gens, leurs animaux sont un peu comme leurs enfants, et j'arrive pas à comprendre comment font des gens qui ont eu des graves accidents avec des enfants et ce genre-là pour ensuite se refaire une vie et avoir d'autres enfants, parce que moi, la culpabilité, elle est toujours aussi forte qu'au moment où c'est arrivé, quoi. Ne pas avoir pu prendre soin de ton animal et tout, enfin c'est... pas avoir pu le soigner, l'aider, lui apporter la bonne aide, etc. Enfin c'est... Bon, je peux plus me remettre ce genre de responsabilité. 6ème question, quels sont les moments les plus marquants de ta vie professionnelle? Certains ont-ils été induits par ta vie privée? J'ai mis cette question parce que j'ai eu une terrible réalisation. Les moments les plus marquants de ma vie professionnelle sont tous les mauvais trucs qui me sont arrivés. C'est toujours les gros clash qu'il y a eu avec certaines entités culturelles très, très puissantes, dont je ne citerai pas le nom, des mauvaises expériences, des trucs dans ce genre-là, et finalement, j'ai pas beaucoup je suis toujours très satisfait d'avoir des belles réactions quand je sors des vidéos qui me tenaient à cœur. Ma vidéo sur les Wachowski, ma vidéo sur Kubrick, ma vidéo sur Pourquoi j'ai un tort sur Alien et sur Prometheus et sur Alien Covenant, sur Autant n'importe le vent. Quand il y a des bonnes réactions comme ça à mes vidéos, c'est toujours des choses qui me marquent énormément. Mais pour moi, c'est plus habituel finalement dans le travail, parce que sans vouloir me vanter, je suis souvent satisfait de la réaction des fans quand je sors des vidéos. Donc finalement, c'est pas des trucs qui m'ont particulièrement marqué parce que ça devient plus quotidien.
Par contre, me faire clasher publiquement par certaines entités, que je ne citerai pas, ça m'a plus marqué. Donc ceux qui connaissent bien la vie de la chaîne savent à quoi je fais allusion. Donc voilà, en fait j'ai laissé la question parce que ça me faisait marrer de me rendre compte à quel point c'était triste comme réponse à vous donner. La plupart du temps c'est des trucs qui sont pas cool, qui m'ont marqué dans la vie professionnelle. La démonétisation de la chaîne aussi par exemple, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué dans la vie de la chaîne quand je me suis pris un gros strike par rapport à le poster de je sais plus quel film, soit Ma vie avec Liberace, soit Dallas Buyers Club, je sais plus, c'était un des deux. Ça m'a marqué pour le coup. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu me prendre un strike pareil pour un truc aussi bénin, quoi. Et du coup, est-ce que certains étaient induits par ma vie privée? Non, pour le coup, je crois pas. J'ai aussi eu des mauvaises choses qui me sont arrivées dans ma vie privée, des bonnes choses aussi, mais j'ai aussi eu des mauvaises choses. Mais pour le coup, non, rien qui soit lié à la chaîne. Question 7, quelle serait selon toi la plus grande reconnaissance pour ton travail? Honnêtement, le succès actuel de la chaîne est déjà une belle reconnaissance pour moi, quoi. Si je pouvais faire encore plus de vues, ce serait peut-être une encore plus belle reconnaissance, mais ce serait pas de me faire genre d'être invité sur des plateaux télé ou un truc dans ce genre-là, ou qu'on parle de moi au journal, etc. C'est pas ce genre de choses, j'ai pas un manque d'orgueil par rapport à ça, c'est le succès de la chaîne serait la meilleure reconnaissance possible pour mon travail, et les messages que je reçois de votre part régulièrement sont pour moi la meilleure reconnaissance possible de mon travail. En 8, penses-tu faire une FAQ ou une autre vidéo YouTube en live un jour, ou as-tu peur du machiavélisme de tes abonnés? J'ai déjà répondu du coup à la question dans une autre, avec un autre commentaire. Lilio m'a posé une question qui résume plusieurs questions qui ont été posées dans les commentaires. Vas-tu faire une suite à tes pourquoi j'avance sur des films ou des sagas de films qui ont eu... j'ai bloqué parce qu'il y a un mème qui s'est rajouté dans la phrase, je sais pas pourquoi. Qui ont eu des suites depuis la sortie de tes vidéos. Oui, je veux le faire. Comme je l'ai fait pour Twilight par exemple, ou comme je l'ai fait pour Alien Covenant, dont j'ai parlé de la suite. Il faut que je fasse une suite au pourquoi j'en sur Marvel, il faut que je fasse le Star Wars 9, il faut que je revienne comme ça sur tout un tas de trucs que j'ai lancés, des réalisateurs qui ont sorti de nouveaux films depuis que j'ai fait des vidéos sur eux, comme Nolan par exemple, il faudrait que je fasse une vidéo sur Interstellar et Dunkirk. Donc oui, il faudrait que je le fasse, mais à chaque fois que je me mets sur un projet, le projet est énorme, et je me dis tant que j'ai pas fini ce projet-là, il faut que je fais pas autre chose, et du coup, voilà, ça rajoute toujours du travail à faire, des trucs dans ce genre-là, donc c'est compliqué. Je préfère finir les choses sur lesquelles je suis lancé au moment où je suis lancé dessus, que de me lancer sur d'autres à côté. Mais peut-être que je les ferai un de ces quatre parce que ça permettrait de faire des vidéos qui seraient plus courtes, comme il y aurait qu'une partie de film à aborder, ce serait peut-être plus rapide à faire qu'un gros pourquoi j'ai un avec un gros sujet. Donc qui sait, peut-être que je le ferai bientôt, mais oui, je ferai des pourquoi j'ai sur les suites de sujets ou de réalisateurs que j'ai déjà abordés. Damien Allo me demande, côté cœur, comment ça se passe, un heureux élu dans les parages? Nope. Honnêtement, je ne cherche pas parce que j'ai déjà tellement de mal à trouver le temps de finir tout ce que j'ai à faire sur la chaîne, de faire tout ce que je veux faire sur la chaîne. Trouver du temps à accorder à quelqu'un d'autre dans ma vie, c'est quasi impossible. En revanche, si quelqu'un est intéressé pour un plan cul, voilà. Mais sinon, non, pas de nouveauté dans ma vie sentimentale. Wibilu me demande, connaître l'envers de l'industrie... C'est un type, il m'avait posé la question sur Tipeee aussi, mais je l'ai retrouvé dans les commentaires. Connaître l'envers de l'industrie du cinéma et surtout ses motivations plus mercantiles qu'artistiques ne te dégoûte-t-il pas parfois? Je rajoute un petit il. J'aime les artistes, les auteurs, les gars qui ont une idée et la portent jusqu'au bout sans se soucier de ce que veulent les gens, de George Lucas à Alexandre Astier en passant par les Wachowski, mal orthographiés mais c'est pas grave, et même Sylvester Stallone dont j'adore les films qu'il a écrits. J'aime ces artistes qui ont une vision et la voir défigurée par les producteurs, comme pour le film Assassin avec Stallone, me rend parfois fou et me dégoûte. Assassin qui justement avait été écrit par les Wachowski. Comment atteint la faible nuance entre œuvre et produit des films? C'est une réalité qu'on accepte très tôt. Quand je suis arrivé en école de cinéma, une des premières choses qu'on nous a dit en cours, c'est le cinéma est un art et une industrie. Les deux sont indissociables. Donc, parfois tu as la chance d'avoir un artiste qui peut être libre de faire ce qu'il veut, parfois c'est pas une chance parce qu'il fait de la merde, par exemple Christopher Nolan, excusez-moi, j'ai du mal avec Nolan, je dirais pas qu'il fait de la merde, mais j'ai du mal avec Nolan. Mais du coup, voilà, des fois les films Netflix surtout me poussent à dire ça, les films Netflix, tu dis mais pourquoi s'il y a pas un producteur derrière qui a passé sur le scénario et qui a dit non ça va pas, ça va pas, qui a vu le montage et qui a dit non, faut refaire un truc, je comprends pas des fois comment certains trucs peuvent être laissés en roue libre comme ça. Donc parfois c'est une mauvaise chose aussi que le réalisateur soit en roue libre, parfois c'est une bonne chose que les producteurs aient un peu la main mise sur ce qui est fait, parfois c'est une mauvaise chose parce qu'ils vont pourrir des films. C'est une réalité du cinéma qu'il faut réussir à gérer, il y a des réalisateurs qui arrivent mieux que d'autres, il y a des producteurs qui sont plus intéressants que d'autres à ce niveau-là, c'est une loterie, et du coup il n'y a pas vraiment de dégoût parce que tu sais que c'est toujours l'enjeu en fait. Tu sais que dans chaque film que tu regardes, tu sais qu'il y a eu un combat entre la patte artistique et le côté mercantile. Tu acceptes simplement de faire avec, tu sais que le cinéma ne pourrait pas exister autrement qu'en gérant également le côté industriel et mercantile de l'affaire, quoi. Et tu sais d'expérience que parfois c'est une bonne chose que les deux soient mélangés. Donc pour moi il n'y a pas de souci véritablement à accepter cette réalité. Nathan Delafosse me dit, avec le fait que tu t'assumes et le normalises totalement dans tes vidéos et que tu es, il me semble, l'un des rares youtubeurs français ouvertement gay,
est-ce que tu assumes ou as conscience d'être un peu une icône de la communauté gay? Putain, la gueule de l'icône, quoi. Je précise que c'est une question qui vient de mon vécu en tant que jeune gay, où tu as été la seule figure médiatique que j'ai suivie, et que ce n'est, médiatique entre guillemets, et que ce n'est nullement une manière de te réduire à ton homosexualité. Je te suis avant tout pour tes analyses ciné. C'est très gentil de préciser ça au passage. Oui, j'ai conscience d'être un représentant de la communauté gay aux yeux de certaines personnes. Notamment à cause de beaucoup de messages que j'ai reçus, messages privés notamment, de personnes qui me parlent, qui parfois se confient par rapport à leurs problèmes, par rapport à leur homosexualité. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé des conseils par rapport à leur coming out, à quoi j'ai répondu: le coming out c'est extrêmement personnel, il n'y a personne qui peut donner de conseils, etc. Je peux donner une ou deux indications, genre tâte le terrain et vois si tes parents sont un petit peu compliqués, et si ça va être compliqué avec eux, attends d'être sorti de la maison pour leur dire, histoire d'éviter d'avoir des soucis ensuite, de te faire virer de la maison, un truc dans ce genre-là. J'ai eu aussi des témoignages de personnes qui m'ont dit que ça les avait aidés complètement à s'assumer, qu'il n'y avait pas eu de problème, etc. Mais que du coup ça les avait aidés d'avoir un exemple d'homosexualité en face, etc. Donc oui, je suis conscient que du coup, pour une quantité limitée de mon audience, j'ai aussi cet aspect-là, j'ai cet aspect icône gay. J'en ai conscience et je l'assume. Après, ça serait bien que vous n'ayez pas que moi comme exemple d'homosexuel quand même, mais je concède effectivement que c'est pas si courant que ça sur le YouTube français. Thiodar me demande, j'ai déjà traité la question sur ma chaîne, mais j'aimerais ton avis. Pour toi, alors apparemment il a sa propre chaîne YouTube, pour toi Indiana Jones est une trilogie ou une quadrilogie? Le 4 est-il une trahison ou un mauvais film? Je n'aime pas Indiana Jones. J'ai regardé les 4 films. Je dois avouer que j'ai eu une certaine préférence pour le 4e d'ailleurs, parce que le trip Alien et tout le bordel, c'est beaucoup plus mon kiff que le trip aventurier. Je suis pas un gros fan des films d'aventure, et je suis notamment pas un gros fan d'Indiana Jones, qui pour moi est un Han Solo, finalement, en aventurier. Et j'aime pas Han Solo, et c'est pas pour rien que le mec est joué par que Harrison Ford joue les deux. J'ai du mal avec cette personnalité, j'ai du mal avec ce type de personnage, et je suis pas un gros fan de ces films-là en particulier. Je déteste en particulier le 2e. Avec ses sidekicks insupportables, la nana qui hurle tout le temps, le gamin qui est insupportable aussi. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait un tel focus sur les enfants. T'as l'impression qu'ils se sont dit que le premier film avait bien marché au niveau des enfants, donc le 2e on va faire un truc ultra orienté sur les enfants. Et en même temps, au milieu de ce truc-là, il te balance un arrachage de cœur au milieu de la poitrine, avec le cœur qui fond, un truc dans ce genre-là, ou qui prend feu, je sais plus. C'est un truc très bizarre, le 2e Indiana Jones. Moi je comprends pas qu'on fasse à ce point chier sur Indiana Jones 4, par exemple pour le truc du frigo. Alors que dans le 2 ou le 3, je sais plus, je crois que c'est dans le 2, on a toute une scène où t'as Indiana Jones qui utilise un radeau de sauvetage gonflable comme parachute pour amortir sa chute d'une énorme cascade, et survit parfaitement au truc, etc. Pour moi, c'est le même genre de délire complètement exagéré, et cela dit, je crois un peu plus au gros frigo en plomb qui arrive quand même à te protéger un petit peu d'une explosion nucléaire. Même si c'est absurde, hein, je conçois que ce soit absurde aussi, mais bizarrement ça fait plus de sens dans ma tête. Donc moi, Indiana Jones 4, c'est pas une saga qui me tient à cœur, donc j'ai pas de dilemme à dire non, le 4e n'existe pas dans la saga, etc. Je m'en fous complètement. Voilà. Akai Kumo, ou Akai Kumo, je sais pas, me demande j'insiste, mais j'ai besoin de savoir si tu choisis méticuleusement ta place au cinéma ou si tu fais partie de ces thug life qui s'assoient n'importe où. J'aime particulièrement être au milieu et dans le rang qui me permettra d'être le plus en face de l'écran, mais c'est pas pour rien, c'est surtout que j'ai très souvent en fait des maux de tête et surtout la nuque qui se bloque, ce genre là, et si j'ai le visage bloqué comme ça en étant sur le côté pendant 2h30, je sais que quand je vais rentrer chez moi le soir, ça va être mal de tête, mal à la nuque notamment, et peut-être potentiellement migraine, parce que ça m'arrive de faire des migraines également. Donc c'est aussi une nécessité pour moi de me placer le plus au milieu possible. Quand je suis un peu trop décalé, généralement je vais regarder s'il y a une autre séance pour pouvoir me mettre ailleurs, si les places du milieu sont prises sur tous les rangs intéressants. Et surtout pas en bas, le premier rang en face de l'écran où t'es comme ça, alors là je sais que c'est mort quand je rentre chez moi. Donc oui, j'ai une place favorite qui est généralement au milieu du cinéma. Gabriel Regondo, après un gros message, me demande: au cours de tes 9 ans, si on analyse tes vidéos, on voit que tu es passé d'un statut assis, mise en scène, les lasers des yeux de ton chat me font toujours aussi rire, etc., à debout, côté professoral presque des fois, type cours magistral devant un amphi, pour les Kubrick ou les Wachowski, où j'ai fait tout ça sur un fond bleu. Ma question est donc, comment as-tu senti changer ton approche pour nous parler au cours des 9 ans? Est-ce que c'est conscient? Et fais-tu exprès d'avoir une approche bien distincte entre les reaction shots, les vlogs, les pourquoi j'adore et les autres? Typiquement, les réactions au trailer ou les FAQ, je les fais assis comme ça pour avoir un côté plus naturel et plus tranquille et décontracté, notamment pour moi. Montrer qu'on est moins dans un côté justement très professoral et très court. Et effectivement, il y a un choix conscient à ce niveau-là.
C'est aussi une nécessité parce que j'ai souvent besoin de l'écran pour faire ce genre de vidéo, et généralement du coup quand je vais devoir rester à lire un truc, j'essaie de rester plutôt assis. Mais il y a tout à fait un choix différent de positionnement en fonction de ce que je vais faire. J'ai arrêté d'être assis pour les vlogs et les pourquoi j'ai Réalisateur, parce que je trouvais que ça me donnait un côté très mou. Je préférais avoir le côté plus actif que j'avais quand j'étais debout, et ça me permettait aussi d'être plus libre, de plus bouger, de plus faire d'effets de mise en scène et tout dans ce genre-là. Donc du coup, j'ai fait cette transition assez rapidement quand j'ai pu changer de place mon décor. Il y avait aussi une question aussi d'environnement, là où je pouvais tourner le meilleur angle possible. Et jusque-là, c'était très compliqué quand j'étais assis, mais maintenant j'ai la possibilité de faire les deux, et du coup, je choisis beaucoup plus lesquels je fais debout, lesquels je fais assis. Après, quand je suis debout, c'est pas forcément pour faire un truc plus professoral, par exemple les reaction shots. Je suis debout simplement pour être plus dynamique, mais je pourrais tout à fait faire ces trucs-là assis par exemple, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être debout et dynamique pour faire un reaction shot, mais simplement je trouve que c'est plus intéressant de les faire comme ça, je ne sais pas spécialement pourquoi. Donc c'est pas toujours très conscient comme décision. Il y a des décisions qui sont beaucoup plus conscientes et beaucoup plus travaillées, mais c'est pas forcément conscient comme décision. Typiquement pour Kubrick et les Wachowski, je me suis pas mis debout pour avoir un côté plus professoral à ce niveau-là. Faut dire que je me suis mis debout comme norme après les Wachowski, mais pour les Wachowski typiquement c'était simplement parce que je voulais faire des incrustations sur fond vert, et je voulais pouvoir avoir une liberté de choix au niveau des plans, et étant donné que j'étais sur fond vert pour une fois, je savais que j'allais m'incruster dans différents décors, etc. Donc pour une fois je me suis dit je vais me filmer debout et du coup pouvoir bouger, me déplacer, etc. pour faire plus d'effets de mise en scène aussi. C'était plus ça qui m'intéressait. Pour Kubrick, c'était une nécessité pour pouvoir m'intégrer dans les décors. Très souvent, il allait falloir que je sois pris en plein pied, parce que c'est souvent la façon de filmer de Kubrick, il aime bien faire des plans très larges, donc je pouvais pas être assis simplement devant un fond vert et faire mon truc, quoi. Donc il y a aussi des nécessités techniques parfois à faire ce choix de debout ou assis. Sylvain Grossa me demande: envisagerais-tu de faire une rétrospective autour de la représentation LGBT au cinéma, films crypto-gays, etc. J'ai aimé ton travail sur les sœurs Wachowski, sur Greg Araki dont je suis fan, et j'y vois des liens avec ce sujet assez peu traité sur YouTube. En tout cas, je serais intéressé par ton regard sur cette thématique. Le souci de ce genre de sujet, c'est que moi j'ai besoin d'un corpus d'œuvres bien précises que j'analyse. Traiter un sujet en général et devoir ensuite chercher différents trucs qui se rapportent au sujet, je vais constamment être persuadé d'avoir loupé un truc ultra important à inclure dans le sujet, et du coup je vais toujours m'en vouloir. Et ça demande un travail de documentation, de recherche. Il faudrait quasiment que j'ai une documentaliste ou un documentaliste avec moi pour faire ce genre de truc. C'est pas le genre de sujet que j'ai envie de traiter. J'avais parlé il y a quelques années de faire une vidéo sur les films LGBT, c'était plus l'idée de faire un classement, genre un top 10, un top 15 des films LGBT que j'avais le plus aimé dans ma vie. Vraiment analyser un sujet, essayer de dire alors à un moment on le traitait comme ça et c'est pas bien, etc. Vous avez bien vu les quelques questions qu'on m'a posées sur l'homosexualité là que ce soit la représentation ou comment je la vis moi, etc. C'est des sujets qui sont trop vastes pour moi pour que j'arrive à sortir une réponse claire, définie, précise, et encore plus compliqué pour moi de créer tout un texte et de savoir comment aborder la question de A à Z. Donc non, a priori c'est pas un sujet que je ferais et c'est pas quelque chose que je pourrais traiter, mais je t'accorde que effectivement le sujet serait intéressant, mais pour moi c'est trop vaste comme sujet. Je me perds dans des sujets qui sont comme ça en fait. Il faut que j'ai une ligne beaucoup plus définie finalement. Bats me demande: tu dis toujours qu'il n'y a pas de film incontournable à voir, mais si tu devais conseiller 3 films anciens avant 1990 à un néophyte comme moi, lesquels choisirais-tu? Casablanca, Citizen Kane, Le Dictateur de Chaplin, quelques Hitchcock par-ci par-là, parce que c'est du très bon divertissement, donc même si c'est très haut de gamme, c'est du très bon divertissement. Donc voilà. Alize, ou Alizé, me demande: quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Je suis toujours très fier de ma vidéo sur Alors, j'ai beaucoup de vidéos dont je suis fier. La vidéo sur Kubrick, la vidéo sur Autant n'emporte le vent, la vidéo sur les Wachowski, sur Greg Araki par exemple, des trucs dans ce genre-là. Mais je pense que celle dont je suis le plus fier, c'est mon pourquoi j'ai tort sur Alien Covenant. Parce que je suis au meilleur de mon écriture, je suis au meilleur de mon jeu d'acteur, une des mises en scène les plus sympas que j'ai fait à mon sens, même s'il y en a qui sont plus élaborés avec les Wachowski ou Kubrick, tout mon travail sur le costume, etc. Il y avait tellement de choses à redire sur cette vidéo, et tellement de choses qui me permettaient de faire des sketchs intéressants, et qui me permettaient de rebondir sur certains des dialogues des personnages, et genre le moment où je réutilise le Oh Ye of Little Faith de Chris Oram. Y a vachement de trucs comme ça que je trouve vachement intéressants et qui m'ont permis de faire des sketchs que je trouve super cool. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un de mes meilleurs travails d'écriture, de mise en scène et d'analyse de films. Donc voilà, pour moi c'est la vidéo sur Covenant. Et elle me demande aussi: avec le peu de recul que tu as, tu es content d'avoir commencé les vlogs séries et réactions au trailer? Oui,
assez. Il y a plusieurs séries que je suis content d'avoir pu aborder, notamment Dark par exemple, que je trouve sympa. Love Victor, je trouve que c'est intéressant de suivre ce film à la base qui m'avait un peu déplu et de voir comment est-ce que ça évolue quand ça se poursuit en série télé. Sense8, je suis ravi d'avoir eu l'occasion de parler de Sense8 parce que je sais pas si avec un Pourquoi j'ai raison les avez tort, j'aurais eu le courage de l'aborder. Sans doute que j'aurais fait un petit détour dessus. J'ai bien parlé de Star Wars Rebels à un moment avec Rogue One, mais il y a des séries comme ça que je suis très content d'avoir pu aborder grâce à ces vlogs, et je suis content d'avoir pu traiter certains des Marvel qui à mon sens sont vachement plus intéressants que les films qu'ils ont fait, genre WandaVision et Loki. Les réactions au trailer, moi je suis toujours content de les faire. Il y a toujours des gens qui sont bloqués, et a priori qui sont bloqués au titre réaction au trailer, parce qu'il y en a tellement qui me font des critiques qui impliquent à mon sens qu'ils n'ont pas regardé mes vidéos parce qu'ils savent pas de quoi on parle, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont très très cons et qui comprennent pas pourquoi est-ce que je peux faire 50 minutes en analysant toutes les images une par une, mais je fais 20 minutes en faisant un vlog. À tout hasard, le fait d'avoir un support et de faire chaque image indépendamment l'une de l'autre, etc., plutôt que de traiter un truc dans sa globalité, ça pourrait pas créer des différences de durée sur la durée de l'analyse. Donc malgré toutes les critiques que je peux recevoir par rapport aux réactions au trailer, moi je suis très content de faire ces réactions au trailer. Il a fallu que je travaille un petit peu sur mon visage parce qu'au début on m'a dit que j'étais très poker face sur mes réactions de trailer et du coup c'était pas très intéressant de regarder ma réaction à la bande-annonce. J'essaye cela dit de pas être faux, j'essaye juste Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête quand je vois un trailer et que je pense pas à dire en fait. Et du coup j'essaye un peu plus de dire ce que j'ai en tête quand je vois une bande-annonce qui est en train de passer. J'essaie aussi de pas parler au-dessus des voix, donc comme on sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, c'est parfois compliqué à faire. Non, c'est quelque chose qui me plaît bien et ça me permet en plus de faire quelques petits cours de cinéma, quelques petits cours de cadrage, des trucs dans ce genre-là en général. Je trouve que c'est une bonne façon de rendre les réactions trailer intéressantes. Donc ouais, non, je suis content d'avoir démarré ces deux nouvelles catégories d'émissions. Axel me demande comment différencier un intello prout-prout à quelqu'un qui aime bien Godard ou adore Kubrick. C'est-à-dire que dans mon cas, je me questionne dessus, quoi. Sinon j'adore, j'aime bien comment il pose la question. C'est-à-dire que dans mon cas, je me questionne dessus, quoi. Alors il y a le bon et le mauvais intello. Le mauvais intello, il dit, il regarde du Godard et du Kubrick, et il dit, il faut que tu regardes du Godard et du Kubrick. Et le bon intello, il regarde du Godard et du Kubrick, il dit qu'il faut que tu regardes du Godard et du Kubrick, mais c'est un bon intello. Vraiment, la question se pose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on te dit « Oh, il faudrait que tu regardes ça ?» ou est-ce qu'on te dit « Non, il faut que tu regardes ça ?» C'est là que se fait la différence. « Oh, faut que tu regardes ça », c'est juste un mec qui aime un cinéma un peu plus intellectuel et un peu plus travaillé, et qui veut partager ça avec toi. Le mec qui te dit « Non, il faut que tu regardes ça », c'est le mec qui considère que ce qu'il aime est ce qu'il faut aimer, ce que tout le monde devrait aimer, et que si tu aimes autre chose, tu t'aimes pas vraiment le cinéma, ou t'aimes pas vraiment, etc., etc. C'est ça la distinction entre les deux en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut partager quelque chose qui lui fait plaisir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut t'imposer quelque chose qui lui plaît? Pour moi, c'est la principale différence entre les deux. C'est la grande distinction, c'est si quelqu'un n'aime pas la même chose que toi, ou si quelqu'un est différent de toi, est-ce que tu considères qu'ils sont en tort, ou est-ce que tu considères qu'ils en ont le droit? Qu'ils ont le droit d'être différents, qu'ils ont le droit d'apprécier des choses différentes. C'est de la tolérance, tout simplement. C'est ça qui fait la distinction entre l'intello prout-prout et quelqu'un qui aime simplement du cinéma un peu plus intellectuel. Barry Allen me pose une question très rapide. Donc qui me demande un conseil pour se lancer dans l'écriture de scénario. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire selon toi? Pour vous lancer dans l'écriture d'un scénario, qui, où, quand, comment, pourquoi? C'est tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez ces 5 choses, généralement, vous allez réussir à mettre en place votre scénario, vous allez réussir à mettre en place une intrigue, une histoire, une structure, vous allez réussir à pouvoir écrire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? C'est avoir ces 5 ingrédients-là. Qui, où, quand, pourquoi, comment. C'est les bases de n'importe quel récit. Après, si en plus vous voulez avoir un thème à traiter, etc., ça peut être intéressant, mais si déjà de base vous pouvez vous faire une histoire qui est parfaitement structurée et qui a un début, un milieu et une fin, et un objectif pour le personnage, etc., et si les choses sont claires dans le développement de l'histoire, c'est déjà un bon scénario. Après, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on fait un excellent scénario. Et là, c'est une question de talent et d'inspiration, mais pour faire un bon scénario, il suffit de ces 5 questions. Atlante m'a posé plusieurs questions à la suite, donc je vais les prendre une par une. Les questions qui fâchent. As-tu des inimitiés marquées avec certains youtubeurs? J'en vois certains très connus qui ne sont pas tendres à ton égard, et pourquoi? Oui. Vous aurez remarqué que je lave mon linge sale en famille, et que je ne balance pas sur la place publique mes inimitiés. Je ne suis pas un fan des clashs, je trouve que c'est quelque chose d'incivilisé. C'est souvent d'ailleurs une façon surtout de faire parler de soi et de se mettre un peu en avant, etc. Je considère que faire des clashs avec des personnes avec qui généralement tu n'as que quelques divergences de goût, c'est pas quelque chose de très intéressant, et quand il y a plus que ça, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le faire sur la place publique. J'ai du mal avec ce côté tribunal populaire, exécution publique et tout le bordel. Donc mes inimitiés, je les garde pour moi.
les concernés sont au courant. Et généralement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui me crachent dessus. Il y en a d'autres qui me crachent dessus tout à fait gratuitement, et t'as un peu l'impression que c'est juste de la rancœur et de la jalousie de base. Ça peut être simplement parce qu'ils ont des goûts différents des miens, mais à ce moment-là, je vous renvoie la question du cinéma intello prout-prout et du cinéma de divertissement, etc. Moi, je prône la tolérance, même les personnes avec qui je ne suis pas d'accord, je suis pour les laisser parler. Donc voilà. Tant pis s'il y a des gens qui m'apprécient pas, mais il y a aussi des personnes que je n'apprécie pas, mais je considère que c'est pas intelligent ou constructif d'en parler publiquement. Peux-tu nous parler des stats de ta chaîne, moyenne d'âge, sexe, revenus, etc. Je viens de voir vite fait en revenus qu'apparemment, je viens de dépasser les 100 000 € de gagnés grâce à ma chaîne depuis les 9 ans qu'elle existe. Plutôt pas mal quand même. Et il me demande du coup des stats, moyenne d'âge et tout le bordel, alors on va faire ça vite fait avec la page simplement audience. Mes vidéos sont majoritairement regardées par les gens qui sont abonnés, à peu près 60%, et 40% du coup de non-abonnés. Principalement français à 85%, c'est les stats sur toute l'année, donc c'est pas, elles sont plus précises jusqu'au jour même, ou au mois, ou à la semaine, ou à l'année, ou aux 3 années, etc. Là j'ai fait sur absolument toute la vie de la chaîne. 84% de mon audience est française, 6% belge, 3% suisse, 2,8%, 2,4% qui viennent du Canada et donc probablement du Québec en particulier, et 5% viennent du Royaume-Uni, et puis il y en a ensuite qui viennent d'autres pays un peu partout dans le monde. Mon public est à 86% masculin, ça n'a jamais changé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'apparemment quand tu crées un profil sur YouTube, c'est mis par défaut en mec, et donc du coup c'est peut-être pour ça qu'il y aura une différence. Mais je crois qu'effectivement, il y a très peu de femmes finalement qui suivent ma chaîne, 14% a priori de ce qui est marqué là. Cela dit, j'en vois beaucoup plus arriver dans les commentaires récemment. Il y a beaucoup plus de commentaires féminins que je vois arriver. C'est plutôt une bonne chose. Quel âge? Entre 18 et 24 ans principalement à 39%, et entre 25 à 34 ans à 39% également. 11,4% de 35-44 ans, 5% d'adolescents 13-17 ans, et ensuite les 55-64 ans et tout le bordel, c'est beaucoup plus minoritaire. 45-54 ans, je sais pas si je l'ai dit, 3,8%, de toute façon tout doit s'afficher à côté de moi là. Les gens regardent principalement mes vidéos à 18h manifestement. C'est intéressant parce que j'ai décalé mes sorties de vidéos récemment pour les mettre à midi, pour que les gens puissent la voir pour la pause de midi. Mais apparemment, il y a plus de gens qui regardent les vidéos vers 18h. Et apparemment, personne... Il n'y a pas de grosse foule le samedi. Beaucoup plus le dimanche. Faudrait que je note ça quelque part dans ma tête. Mais il me semblait pourtant que mes vidéos marchaient mieux quand elles sortaient le samedi que le dimanche. Et bien évidemment, mes 303 000 abonnés maintenant. 302 009, je vois marqué sur... Ça dit quoi sur mon tableau de bord? Ça dit la même chose? Oui, c'est ça, 302 900 tout rond en plus, au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, pour ce qui est des statistiques. Tu t'es déjà infligé des films, notamment pour les Oscars, pour nous faire de bonnes vidéos, alors pourquoi pas pour Kaamelott? Parce que Kaamelott, je sais pas combien de fois je vais devoir le dire, mais j'ai déjà essayé des tonnes de Kaamelott. J'ai essayé des petits épisodes de 5 minutes, j'ai essayé des saisons entières, des gros épisodes de 40 et quelques minutes. Je n'aime pas Kaamelott. J'aime pas l'humour d'Astier en général, notamment en audiovisuel. Sur ces spectacles, je suis un petit peu plus client. J'avais regardé Que ma joie demeure et puis l'Exoconférence, je crois. C'était un peu plus sympathique, mais j'étais pas non plus en train de me taper sur le beat pendant tout le truc, mais je crois pas que ce soit vraiment le style des pièces d'Alexandre Astier, c'est plus intellectuel comme humour. Il est souvent dans un long build-up pour arriver enfin à une blague à la fin. Mais c'est vrai que non, j'aime pas du tout le style d'Alexandre Astier, et je sais que je vais pas aimer. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai du mal pour certains films, notamment par exemple Ridley Scott, ou on va dire Christopher Nolan. C'est des réalisateurs qui ont beaucoup de fortes inspirations kubrickiennes et qui aiment bien faire du cinéma froid et avec lequel j'ai souvent un petit peu de mal au niveau du scénario. Mais je sais qu'il y a certains de leurs films que j'ai particulièrement aimés. Il y a des films de Ridley Scott que j'aime beaucoup, notamment le premier Alien. Mon amour pour ce film n'a pas été atteint par ce qu'il a fait avec Prometheus et Alien Covenant. Et puis il y a quelques autres films de lui que j'aime bien, notamment le film qu'il avait fait sur le riche héritier qui avait été enlevé, là, je sais plus, Tout l'argent du monde, je crois que ça s'appelait, que j'avais trouvé très bien aussi. Donc je sais qu'il peut faire des trucs que j'aime bien. Nolan, c'est pareil, il a fait des films qui m'ont beaucoup plu. Son Dark Knight, c'est pour moi un des meilleurs films de divertissement qui a jamais été fait au monde. Inception, pareil. Donc j'ai des curiosités par rapport à certains réalisateurs. Mais pour Astier, même les films que j'ai appréciés de lui, genre David et Madame Hansen, qui était son premier film, je crois, il m'a pas marqué, quoi. Je trouvais que c'était pas mal du tout, mais ça m'a pas marqué. Donc du coup, rien m'attire vraiment dans le travail de ce mec, et du coup, j'ai pas envie de le regarder pour ça, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai pas été voir Kaamelott. Ça me plaît pas, ce que fait Astier. Ça m'a jamais plu. Jamais rien de ce que j'ai vu de lui ne m'a vraiment plu. Comme je l'ai dit, même ses spectacles sur scène, non plus. Donc voilà. As-tu des projets perso hors de YouTube? Non. Ensuite, quelqu'un qui commande beaucoup sous mes vidéos, Star Wars Prequels and Sequels Defender Forever, qui me demande, toi qui es inspiré par la nostalgia critique, que penses-tu de ses dernières vidéos, et que penses-tu du Fermela numéro 100 sur lui? Le Fermela numéro 100,
est tout à fait juste sur plusieurs des reproches que Michael G fait au Nostalgia Critique. Nostalgia Critique, c'est un mec que j'apprécie encore aujourd'hui, je regarde encore ses vidéos récentes, c'est un mec qui ne fait pas de la critique analytique et intellectuelle, c'est un mec qui fait de la critique pour faire de l'humour. Donc évidemment, des fois, il fait de la critique juste pour faire une blague, il y a des fois où il est pas très sérieux, faut dire aussi qu'il produit une vidéo par semaine constamment avec en plus des impératifs de production particuliers parce qu'il a une équipe, il a un studio, tout le bordel. C'est tout un tas de trucs à mettre en place, et c'est du temps qu'il a en moins sur le fait de faire une bonne critique construite et consciencieuse, sur laquelle il a réfléchi pendant plusieurs jours, etc., etc. Donc faut bien prendre en compte les paramètres de ce qu'il fait comme style de réalisation pour apprécier ce qu'il fait comme boulot. Et moi, j'apprécie encore, en bonne partie, ce qu'il fait. Mais MJ a tout à fait raison. D'ailleurs, son reproche qu'il lui a fait par rapport à Matrix, c'est un truc que je lui ai dit moi quand il m'a demandé si je voulais faire un caméo dans la vidéo. Je lui avais dit que justement, je voulais pas faire un caméo dans sa vidéo sur la Nostalgia Critique parce que j'aime bien le Nostalgia Critique et du coup, je voulais pas être dans une vidéo qui l'attaquait complètement. Maintenant que j'ai vu le résultat de sa vidéo, je regrette un petit peu parce qu'il a pas été si violent que ça. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il apprécie le Nostalgia Critique, qu'il a aimé certains de ses trucs. Mais il lui dit qu'il a certains défauts à certains moments, il y a des trucs sur lesquels il est très con, très buté, des trucs sur lesquels il réfléchit pas. Et quand il m'avait posé la question, je lui avais dit « Ah oui, je me souviens quand il a dit de la merde par rapport à Matrix », et c'est exactement justement le passage qu'il a utilisé dans sa vidéo quand il est revenu sur les Wachowski. Donc je sais pas jusqu'où est-ce qu'il s'est inspiré de ce que je lui ai dit ou est-ce qu'il avait déjà prévu d'en parler, c'est un peu l'erreur évidente de sa rétrospective sur Matrix. Donc j'ai un peu regretté finalement de pas être apparu dans cette vidéo, mais après j'ai fait un caméo dans sa vidéo sur le Snyder Cut et voilà, du coup on a trouvé un autre arrangement, enfin un autre caméo. Mais c'est vrai que non, le Nostalgia Critique, j'aime encore ce qu'il fait aujourd'hui et je suis assez impressionné par certaines de ses vidéos parfois, par certains de ses travaux. Mais c'est clair que c'est pas de la critique que je regarde pour m'enrichir intellectuellement, c'est plutôt de la critique divertissement, quoi. Thibaut Dujardin me demande quelles sont tes inspirations humoristiques. Alors un peu du Nostalgia Critique justement, c'est bien que cette question arrive juste après l'autre, mais en général mes inspirations humoristiques c'est 13 années 90, c'est Les Nuls et Les Inconnus, et un peu d'années 80 aussi avec Pierre Desproges, qui est un mec que j'adore pour son talent inégalé pour manipuler les mots et faire de très belles phrases. Donc voilà, ça va être ça mes grosses inspirations humoristiques. As-tu des idées de pourquoi j'ai raison de Vetor que tu as abandonné en cours de route? Oui, une notamment. Vous la verrez pas, et leur cadre, merde, je montrais la tête du Terminator, mais j'avais oublié quel cadre j'étais en train de faire. Voilà, Terminator, j'avais commencé à écrire un pourquoi j'ai raison de Vetor, j'avais même demandé une illustration à Arcady qu'il avait terminé, je voulais changer la photo de profil, j'ai toujours gardé son illustration qu'il avait fait pour Matrix, au final je trouve qu'elle représente bien la chaîne, mais à un moment le projet c'était de changer d'illustration à chaque fois que je faisais un sujet qui me tenait à cœur, et j'avais prévu d'en faire une pour Terminator justement. Et Terminator, en fait, j'ai commencé à traiter les deux premiers films, et au milieu de l'écriture du deuxième film, je me suis dit mais ça me plaît pas ce que je suis en train d'écrire. Pour à quel point ces films m'ont marqué, pour à quel point je les aime, je trouve que ce que je fais là c'est chiant, c'est laconique, c'est vraiment... j'aime pas le plan, j'aime pas ce que je suis en train de dire dessus, donc j'ai arrêté. Complètement arrêté. Et je reprendrai peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est le projet sur lequel j'avais commencé à bosser et que j'ai jamais pu finir parce que quand j'ai écrit, je me suis dit non, c'est pas faire honneur à la saga de films, donc c'est pas bon et il faut que je fasse autre chose. Je sais pas quelle va être la solution à aborder, je crois que j'avais commencé à le traiter de façon chronologique, film par film, peut-être qu'il faudrait le faire de façon un peu plus thématique, en revenant sur certains trucs, je sais pas comment est-ce qu'il faut l'aborder, honnêtement j'y ai pas beaucoup réfléchi ensuite parce que j'ai eu d'autres sujets qui me sont venus en tête, mais un jour ou l'autre il faudra que je traite les Terminator, notamment pour traiter les derniers, qui sont des grosses merdes. Florian Bourgeois me demande, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de voir plusieurs fois un film au cinéma, parce que tu l'avais aimé ou d'autres raisons, du coup ma question, quel film as-tu le plus vu au cinéma et pourquoi? Je crois que le film que j'ai le plus vu au cinéma, c'est le Silent Hill de Christophe Gans. Je crois que je suis allé le voir 4 fois en salle. Une fois tout seul, une fois avec des amis, une fois avec un de mes frangins et une fois avec ma mère, je crois, un truc dans le genre. J'étais adolescent quand il est sorti. J'avais adoré ce film et je pouvais pas attendre qu'il sorte en DVD ou en Blu-ray, il fallait que je le revoie régulièrement. Donc du coup, je suis retourné le voir 3 ou 4 fois en salle. Maintenant, ça m'arrive beaucoup moins parce que mes sorties en salle sont beaucoup plus réfléchies et pondérées. Mais c'est le film, je pense, que j'ai vu le plus souvent en salle. Tobia Aurélie, je suppose que c'est Aurélie Tobia, me pose une question un peu longue et complexe, mais c'est par rapport, donc elle dit à l'analyse, comment tu fais pour faire une analyse aussi bien et objective? Alors ça, c'est à vous d'en juger, car j'ai toujours eu envie de bien analyser objectivement, mais je n'ai pas encore de méthodologie, donc si jamais tu peux me répondre pour avoir ta façon de faire et m'inspirer plus que faire la même chose, je pense qu'elle veut dire plus que faire la même chose que moi, parce qu'elle rajoute chacun sa façon, je pense. Et ensuite beaucoup de petits messages gentils. Grosso modo, pour faire une analyse, c'est qu'est-ce qui est filmé, pourquoi c'est filmé, comment est-ce que c'est filmé.
Et pourquoi est-ce que c'est filmé comme ça du coup? Au cinéma, on a l'avantage d'avoir la caméra qui est un point de vue et le choix de ce qui est filmé, de ce qu'on a décidé de garder dans le montage, de comment est-ce qu'on l'a filmé, où est-ce qu'on l'a monté, où est-ce qu'on l'a placé dans le montage, etc. C'est quelque chose qui va pouvoir vous dire énormément sur le sujet du film, sur ce que ça traite et sur le point de vue que ça veut faire passer dessus. Qu'est-ce qui revient régulièrement, sur quoi est-ce qu'on insiste, quel point de vue est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait dire à ces personnes, est-ce qu'on met des contrepoints à ce qui est dit, etc. etc. C'est vraiment la question, c'est qu'est-ce qui est filmé, comment et pourquoi. Après, pour pouvoir traiter ces questions, c'est bien d'avoir du coup une culture cinématographique, une connaissance des mécanismes du cinéma en général. Donc c'est plus ça qui est important, c'est plus d'avoir une connaissance de comment est-ce qu'on fait un film, qu'est-ce qui est utilisé pour faire un film, les valeurs de plan, les mouvements de caméra, la façon de traiter le son, le montage, la musique, etc. etc. Mais une fois que tu as tout ça en tête, la question c'est qu'est-ce qui est filmé, comment et pourquoi. Simon Bandira me demande, beaucoup de séries, par exemple The Mandalorian, font appel à plusieurs créateurs différents, quasiment un par épisode, pour tourner. Pourquoi ne pas faire appel à un seul réalisateur? Cela permettrait de donner une vision artistique unique à la série, plutôt que d'avoir plein d'épisodes très différents et inconsistants dans leur qualité. Y a-t-il une logique budgétaire derrière tout ça? Très souvent, quand t'as un réalisateur différent à chaque épisode, c'est que t'as un auteur différent à chaque épisode. C'est que c'est du coup une série qui est beaucoup plus faite pour parler de plein de choses différentes et pas vraiment pour suivre un fil, pour avoir un discours particulier. Quand tu as un auteur qui écrit tous les épisodes, il n'a pas forcément l'envie et les capacités d'être réalisateur derrière, donc il va confier la réalisation à d'autres personnes, et si on confie à une seule personne, il y a un peu le risque qu'elle impose sa vision à elle au récit, et du coup on va préférer mettre plusieurs réalisateurs. Il y a aussi une question d'organisation et de temps, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie de tourner une série, parce que on doit filmer de 5 à 15 minutes par jour de série, et c'est très très long, alors que sur un film tu mets 2 minutes et déjà ça te crève. Enfin, tu tournes 2 minutes et c'est déjà ça te crève, parce que tu mets la journée à tourner 2 minutes. Donc quand il y a beaucoup de choses à mettre en place, etc., généralement ça aide d'avoir plusieurs réalisateurs. Il y a aussi une question de logistique, parfois on va tourner plusieurs choses en même temps, avec des acteurs dans différents lieux, le même jour, etc. Donc à ce moment-là, tu dois avoir plusieurs réalisateurs différents pour tourner les différents épisodes. Et généralement, on va avoir un réalisateur unique quand c'est un réalisateur-auteur, ou quand il y a une grande entente entre l'auteur du script et le réalisateur, et qui vont partager la même vision, et du coup ils vont pouvoir s'entendre. Mais c'est quand même du coup un projet qui est extrêmement gros et qui prend beaucoup de temps. Lucas Lenormand me demande, achètes-tu encore des DVD et des Blu-ray? Oui, je viens de m'acheter là la réédition en 4K par exemple de Star Trek, les 4 premiers films qui ont été remasterisés. Je dois dire que je vois pas très bien, à part pour certains des films qui avaient beaucoup de DNR, de Digital Noise Reduction, donc retirer le grain, qui était un peu visible sur les Blu-ray, mais sinon il y en a d'autres sur lesquels je vois pas vraiment le gain de ce remaster 4K. Mais en fait j'évite beaucoup de racheter des films parce que je ne sais plus où les foutre, toute l'étagère est pleine, je suis en train de remplir d'autres cases qui sont ailleurs en dessous de ma télévision qui servaient pas à grand chose. Avant il y avait des consoles dessus, mais les consoles elles ont toutes été rangées parce que j'y joue plus. Donc du coup maintenant ça sert à stocker quelques Blu-ray, mais c'est pas très pratique, c'est pas très beau, du coup ça te donne pas très envie d'en acheter quoi. Je sais que j'ai plus de place et donc du coup c'est un peu laborieux. Mais j'en achète encore et je ferai une vidéo sur la collection numéro 3 le jour où ce sera intéressant. Godzin me pose une question assez complète, je vais plutôt vous laisser la lire, je vais la résumer avec sa dernière phrase. As-tu peur que les générations futures se désintéressent du principe d'aller au cinéma? Je pense que la salle continue à avoir un intérêt et une aura particulière. Je pense notamment, c'est quelque chose auquel les cinémas devraient faire très attention, et pourtant il y a souvent des problèmes à ce niveau-là, mais au niveau du son. Dans quelles autres conditions de visionnage tu peux avoir un son aussi parfait et génial qu'au cinéma? Avoir des grosses basses extrêmement fortes, avoir un son extrêmement puissant. Quand tu vis en ville par exemple, tu veux pas foutre à fond ton home cinéma pour avoir le son énorme quand tu regardes ton film. T'as pas les mêmes installations pour avoir la même spatialisation du son avec le Dolby Atmos par exemple. C'est très onéreux surtout. Donc à mon sens c'est surtout le son sur lequel il faut faire attention, et c'est le son qui peut marquer quand même un intérêt principal au cinéma, même pour les nouvelles générations. Le grand écran marque aussi, à mon sens, c'est pas la même chose que de regarder un film sur son téléphone. Les jeunes aiment beaucoup regarder des films sur des petits objets portables et tout dans ce genre-là. Moi-même, je regardais des films sur PSP à une époque, quand j'étais adolescent, mais quand tu peux voir un film sur un grand écran, généralement, je pense que la plupart des gens aiment en bénéficier sur un grand écran, c'est quand même les meilleures conditions possibles. Effectivement, peut-être que les nouvelles générations semblent se désintéresser du cinéma, mais peut-être que ça viendra aussi avec l'âge. Il y a plein de choses que tu fais quand t'es adolescent que tu fais pas ensuite quand t'es adulte. Tu découvres l'intérêt de certaines choses, etc., etc. Donc, je sais pas si on peut condamner directement le cinéma avec le comportement actuel de certaines générations. Louis L me dit, au niveau de la diffusion en cinéma, mon CGR ne diffuse que très très rarement de la VO, comment sont gérés les droits de diffusion? Est-ce qu'ils obtiennent la diffusion pour les deux mais préfèrent la VF ou la VO, car la VO ne fait pas d'entrée?
merci pour ton travail, etc., etc. Quand un cinéma achète les droits de diffusion d'un film, il télécharge le master, enfin le DCP, qui est le fichier numérique de diffusion du film, ou la bobine. Et à l'époque où on faisait en bobine, tu pouvais acheter que l'une ou l'autre version, la VF ou la VO, le son étant intégré sur la bobine. Maintenant, avec le numérique, tu peux choisir, c'est toi qui télécharges la version qui t'intéresse, avec les caractéristiques qui t'intéressent, telle ou telle langue, tel ou tel sous-titre, telle ou telle fonction, est-ce que tu mets la 3D, si simplement en 3D, ou est-ce que tu le prends juste en 2D, etc., etc. Donc quand tu achètes le droit de diffusion, tu achètes le droit de diffusion pour tous les formats du film possibles. Les choix donc par rapport à la diffusion de la VO ou de la VF sont faits par rapport au propriétaire du cinéma, et on estime souvent en France que la VO marche moins bien que la VF. Les gens aiment pas les sous-titres a priori. Donc c'est pas une question de droit de diffusion, c'est une question de programmateur dans ton cinéma. Stéphane David me demande s'il m'arrive de donner une seconde chance à des films ou séries sur lesquels j'ai déjà un avis négatif. Oui, ça m'arrive de laisser des secondes chances, notamment récemment, je me suis repassé Interstellar par exemple de Christopher Nolan que j'avais pas revu depuis la sortie en me disant ça fait quand même 3-4 ans, peut-être que j'aurai un avis différent sur le film, etc. Et non, je me suis toujours autant fait chier qu'à la première diffusion, donc je le fais de temps en temps, mais c'est rare que j'ai des grosses surprises. Généralement, quand j'ai pas aimé un film, j'ai pas aimé un film. Après, ça arrive, hein, c'est pas une impossibilité totale. Mais généralement, quand j'ai une opinion, je l'ai toujours quelques années après. C'est rare que mes goûts changent énormément entre deux visionnages. Magic Force me demande si tu avais un seul film à regarder pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Si je n'avais plus qu'un seul film à regarder pour le reste de ma vie, je préfère encore crever. C'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est d'avoir plein de propositions différentes, c'est d'avoir plein de films à regarder, plein de différents univers, de différents personnages, etc. Donc si j'avais qu'un seul film à regarder jusqu'à la fin de ma vie, ce serait une torture. Et donc, aucun. Nathan NT me demande, par rapport aux sponsors, j'ai bien compris que tu évitais au maximum les sponsors type Red Shadow Legends, mais pourquoi ne pas faire des partenariats en lien avec le cinéma type Showdows, je sais pas ce que c'est que ce truc, par exemple. Je n'aime pas vendre mon cul en général, en fait, c'est aussi simple que ça. J'aime pas l'idée de devenir un homme sandwich, un panneau publicitaire vivant et d'arrêter ma vidéo pour parler d'autre chose, que ce soit en lien avec le cinéma ou pas. J'arrive très bien à vivre ma vie avec les revenus YouTube et avec les dons. Donc j'ai pas besoin de rajouter des sponsors derrière, même si ça pourrait m'aider par exemple à faire un investissement immobilier ou un truc dans ce genre là, mais j'en ai pas besoin, donc j'évite, et j'aime pas l'idée de vendre mon cul, j'aime pas l'idée de vendre un produit, j'aime pas l'idée de... Pour moi tout ça ferait faux, et tout ça atteindrait du coup la confiance, je pense, que les gens ont en moi quand ils regardent mes vidéos. Donc que ce soit en rapport avec le cinéma ou pas, je n'ai pas envie de faire des placements de produits. Il y a autre chose aussi, c'est que très généralement, les rares fois où on m'a proposé des vrais tarifs très clairs, quand on m'a proposé des sponsors, je trouvais que c'était vraiment pas si intéressant que ça, quoi. Au final, généralement ce qu'on me propose c'est aux alentours de 2000 € pour faire un placement produit. Et je me dis, pour vendre mon cul pour un produit, avec une pub qui va rester sur ma vidéo toute ma vie, franchement, 2000 €, je trouve que c'est pas grand chose. Donc je pense aussi que c'est ça, c'est que si je vends mon cul, je le vends très cher. Si on me fait une proposition pour du sponsor, des trucs dans ce genre-là, vaut mieux venir avec un truc à 5 chiffres minimum. Parce que sinon, j'estime que c'est pas du tout suffisant. Bon, 5 chiffres, disons, je sais pas, 7000, 8000, un truc dans ce genre-là, ça pourrait être un peu plus sympa. Mais voilà, et le seul problème avec ça, c'est ce dont j'ai parlé avec un autre truc que dans une autre question, c'est que j'ai peur que si... je sais pas comment est-ce que ces revenus-là seraient comptés. Est-ce qu'ils seraient comptés par exemple comme mes droits d'auteur, comme des traitements et salaires, ou est-ce qu'ils seraient comptés dans mes revenus d'auto-entrepreneur? Parce que si c'est compté dans mes revenus d'auto-entrepreneur, je risque du coup de péter la barre qui me permettrait qui me transformerait en petite entreprise, et à ce moment-là, je serais obligé de faire des sponsors pour maintenir un revenu aussi important que ce que ça m'a créé à ce moment-là, régulièrement, et du coup j'ai aucune envie de faire ça, quoi. Donc non, les sponsors pour moi c'est plus d'emmerde qu'autre chose, j'ai aucune envie de me plonger là-dedans. William Thébault me demande, est-ce que faire des vidéos ne te lasse pas? Comment gardes-tu ton entrain à toujours faire de nouvelles vidéos? Ça paraît tellement chronophage, je me demande toujours comment on arrive à trouver le ressort pour continuer. Et question subsidiaire, est-ce que vivre de ta passion ne te met pas dans la situation où tu considères ta passion comme une charge plutôt qu'un plaisir? Non, ma passion est toujours une passion, et justement c'est pour ça que ça ne me lasse pas et que j'ai toujours de l'entrain à faire de nouvelles vidéos, c'est que j'ai toujours l'envie de partager mon avis sur des films et d'avoir vos retours à vous dans les commentaires. C'est vraiment le truc, c'est que je suis devenu youtubeur parce que j'ai envie de partager sur le cinéma, j'ai envie d'avoir les retours des gens, j'ai envie d'avoir des débats. Ça m'emmerde qu'à certains moments ce soit tellement houleux, et ce soit tellement plein de mépris et plein de choses négatives, mais au final, t'as quand même un échange qui peut se faire avec certaines personnes avec qui on peut discuter tranquillement, et qui, moi, m'est quasi essentiel, quoi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de discuter de films, j'ai besoin de parler de cinéma. C'est toujours un plaisir, et j'ai toujours de l'entrain à faire des vidéos. J'admets que parfois, le montage me fait un petit peu chier, et que je traîne un peu les pieds, mais grosso modo, j'ai toujours envie de parler de films, et du coup, c'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Issadi et Astoine, je sais pas, c'est un couple commun, un compte commun, me demande quelle est la rencontre avec un de tes viewers dont tu gardes le pire souvenir.
C'est pas la rencontre elle-même ou le viewer, c'est qu'en fait, je suis tombé sur quelqu'un dans le métro au moment où il m'est arrivé l'une des pires crasses qui me soit arrivée dans ma vie. J'étais détruit, j'étais au plus bas que j'ai jamais été dans ma vie, j'étais absolument dépressif. Et j'arrive dans le métro, une seule envie, c'est de m'asseoir dans un coin et de me recroqueviller en boule et d'attendre d'arriver à ma station chez moi, etc. Et juste quand la porte s'ouvre, je vois un mec qui me regarde avec un grand sourire qui fait « Oh, du Randall !» etc. Et moi j'étais genre « Mais je suis pas du tout dans les conditions pour te parler, mec. » Donc du coup j'ai dû un petit peu le rembarrer, ce qui me fait pas du tout plaisir, parce que quand je croise des gens dans le métro comme ça, j'aime pas être désagréable avec eux. Mais vraiment j'étais dans les pires conditions psychologiques pour parler avec quelqu'un. Et donc du coup c'est le pire souvenir que j'ai d'une rencontre avec un fan, avec un viewer. Isokas me demande quand tu étais petit, est-ce que tes goûts étaient déjà aussi particuliers qu'aujourd'hui ou est-ce que c'est venu après? Quelque part oui, parce que j'étais le seul garçon, mais c'est peut-être parce que j'étais gay aussi, mais j'étais le seul garçon de ma classe à préférer Sailor Moon à Dragon Ball Z. Je regardais aussi les Power Rangers, donc à ce niveau-là j'étais en raccord avec le reste de la classe. Mais on peut dire quelque part que oui, effectivement, dès enfant, j'avais des goûts un petit peu différents de certains de mes camarades. Il y a aussi certains des films qui m'aimaient beaucoup, genre par exemple les Goonies, qui m'ont jamais plu, qui m'ont jamais attiré, les Star Wars aussi, que tout le monde avait regardé quand ils étaient gamins et moi ça m'attirait pas, les Indiana Jones pareil. Donc c'est vrai que j'ai commencé très tôt à avoir des goûts un petit peu différents de mes congénères, mais j'avais aussi des goûts communs. Pierrot me demande, c'est peut-être une question difficile, mais est-ce que tu reçois toujours de l'homophobie et gères-tu ça d'une façon différente qu'avant? Alors non, pas vraiment, mais je dois dire que les rares fois où ça m'est arrivé récemment, et c'était plus drôle et pitoyable finalement, parce que c'était vraiment de l'homophobie pour l'homosexualité vraiment pure. Ouais, de toute façon t'aimes les bites, va te faire enculer, je pense que ça devait être un gamin de 13-14 ans, un truc dans ce genre. Et en fait c'était plus touchant et drôle finalement de voir autant de bêtises crasses et superficielles, que c'était vraiment douloureux et marquant de recevoir ce genre de choses. Donc au final, déjà j'en reçois beaucoup moins, et quand j'en reçois, ça fait quand même beaucoup moins mal que ça aurait pu faire à une époque, quoi. Il y a peut-être aussi le fait que je me définis pas par mon homosexualité, et du coup quand on m'envoie une insulte homophobe, ça m'atteint pas spécialement en fait. Je sais que c'est une infime partie de ce que je suis, et que donc si on insulte ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi au final, quoi. Et enfin on va finir avec SVT Beuve, j'ai des drôles de pseudos parfois, qui m'a fait un très gentil message et qui finit avec 2 questions. Est-ce que ça t'intéressait de devenir critique ciné dans la presse traditionnelle? As-tu déjà eu des propositions dans le sens? Non, aux 2 questions. Je n'ai pas eu de proposition dans ce sens et ça m'intéresse pas d'être critique ciné dans la presse traditionnelle. Bon après, si genre imaginons pire des cas, si YouTube s'arrête demain, quoi, est-ce que si un magazine accepte de me prendre en tant que critique, pourquoi pas, après tout, c'est pas très fondamentalement différent de faire de la critique sur YouTube et sur internet, mais c'est vrai que là, tel quel, non, ça m'intéresse pas, surtout si c'est pour le cumuler par rapport à YouTube, j'ai déjà assez de boulot avec YouTube. Pourquoi les cinéphiles ne jurent que par le cinéma d'auteur et crachent la figure du cinéma populaire? On a un peu abordé cette question avant, mais il y a des gens qui ne tirent rien du cinéma populaire et qui ont besoin de quelque chose d'aussi travaillé, d'aussi intellectuel et d'aussi complexe que le cinéma d'auteur. Même si tous les cinémas d'auteur ne sont pas complexes et travaillés et intellectuels, hein, il y a aussi du cinéma d'auteur qui est beaucoup plus lié aux sensations, aux sentiments, mais on va dire que grosso modo c'est la grosse distinction entre populaire et auteur. Auteur c'est généralement plus intellectuel et populaire c'est plus du divertissement et de la satisfaction émotionnelle basique, et il y a certaines personnes qui ont besoin de cinéma d'auteur. J'ai un problème avec effectivement ceux qui crachent la figure du cinéma populaire, parce que on peut tolérer que eux aiment le cinéma qui soit plus intellectuel et supérieur, qu'ils nous laissent du coup apprécier le cinéma populaire. Il y a des gens qui ont besoin de cinéma populaire pour ressentir quelque chose et qui n'en sentiront jamais rien devant du cinéma d'auteur. Et il y a un côté très méprisant et pédant et prétentieux, etc., à dénigrer le cinéma populaire en général, qui donne vraiment ce sentiment que on a besoin de se faire mousser en fait. On a besoin de faire sentir à tout le monde que nous on apprécie du cinéma qui est supérieur aux autres, et que du coup les autres ne sont que la plèbe et les misérables microbes qui sont en dessous de nous. Nous on vaut plus quelque part. Et il y a un côté très masturbatoire, je trouve, à être dans une adoration spécifique du cinéma d'auteur et à mépriser et cracher totalement sur le cinéma populaire, qui apporte aussi certaines choses qui sont très intéressantes. Par exemple, les Matrix des Wachowski, c'est mélanger du cinéma d'auteur au cinéma populaire, et si tu méprises le cinéma populaire, tu peux pas décider d'y intégrer du cinéma d'auteur. Et le cinéma populaire est une des meilleures façons de transmettre des idées au plus grand nombre possible. Il faut réussir à les simplifier suffisamment, ou à les rendre suffisamment métaphoriques et conceptuelles pour que ça puisse passer en filigrane à tout le monde.
mais quand tu peux le faire, c'est quelque chose de vachement important et de vachement intéressant, et à mon sens c'est beaucoup plus intéressant de réussir à essayer de faire en sorte que ton message parle au plus de monde possible, que de faire quelque chose de très élitiste et de très réservé dans un coin, et qui ne plaira qu'à une population extrêmement particulière, très éduquée, très intellectuelle, etc. etc. quoi. Donc oui, j'ai du mal avec les cinéphiles qui ne jurent que par le cinéma d'auteur et qui crachent sur le cinéma populaire. Voilà, je pensais à faire une grosse vidéo, je pense que montage fini, ça devrait faire 1h30, un truc dans ce genre-là, peut-être, là j'ai enregistré 1h50 de rush. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite FAQ, et puis on reviendra du coup avec une autre FAQ un peu plus tard pour d'autres questions. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films, ciao!